Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Sébastien Digal. Bonjour Pierre-Yves. Merci de venir dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Alors un petit peu exactement comme Boris Herman, c'est chez moi que ça se passe aujourd'hui. Ça devient le studio déconcentré de Tip & Shaft. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant que tu es un petit peu occupé, parce que tu as ton jeune poulain, Guirec Soudé, qui est en course en ce moment sur le défi Azimut. Donc exceptionnellement, tu as le droit de garder ton téléphone allumé au cas où il y aura un problème, mais bon, les conditions ont l'air plutôt clémente. Pour commencer, toi on va voir, tu as eu un parcours vraiment d'abord long et ensuite extrêmement varié. Et là, tu es dans une position, je dirais pas nouvelle, parce que tu as déjà fait plusieurs fois ce type de job, mais là, tu t'occupes d'un marin au profil extrêmement atypique, qui est Guirec Soudé, dont tu vas nous parler un petit peu. Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé à ce poste-là. Donc tu l'accompagnes en ce moment sur la prise en main d'un IMOCA. Guirec Soudé, on le sait, c'est un navigateur qui est allé dans le Grand Nord avec sa poule. Un aventurier. C'est un aventurier, voilà, et qui a traversé l'Atlantique à la rame et qui est en route pour partir vers le Vendée Globe. Comment est-ce qu'on se retrouve quand on a un parcours comme le tien, sur lequel on va longuement revenir, comment on se retrouve dans un projet comme celui-là ? En fait, cet hiver-là, ça fait un petit moment que je pense à ça. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. J'avais envie pas de raccrocher, mais d'essayer de conseiller des jeunes qui arrivent en IMOCA. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans la course au large en ce moment. Et puis j'avais entendu parler de Guirec Soudé, qui cherchait un peu du monde pour l'accompagner. Puis en fait, on s'est appelé et puis à vrai dire, ça a assez bien matché tout de suite. Ça n'a pas été super facile. On a beaucoup travaillé avec son équipe parce que en fait, Guirec voulait absolument participer à la Bermude, qui était une course au mois de mai-juin. Là. Et on était début mars, le bateau était en pièces détachées chez Benjamin Dutreux. Donc on a tout remonté, mis le bateau à l'eau et puis surtout fait la prise en main d'un IMOCA. En 2 mois, quoi. En 2 mois, on a dû faire, avant les Bermudes, on a dû faire 2000 milles. Il a fait sa qualif 2000 milles et puis nous on a dû faire peut-être un peu plus 1500 milles en essayant de tout décomposer, les manœuvres de spi, toutes les manœuvres d'un IMOCA, ce qui n'est quand même, c'est pas très très simple. On a eu un temps super clément qui nous a permis de gagner beaucoup de temps et de faire ça tranquillement, quoi. Et lui, il a quoi comme background de voile ? Parce que du coup, il a pas fait il est pas passé par la Mini Transat, le Figaro, le Classe 40, pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'il a comme à part ? Il a navigué et hiverné en Arctique. Il a quand même fait un tour du monde en solitaire avec Monique, mais et puis c'est un gars qui se débrouille bien, qui est sur l'eau depuis toujours en fait, qui est à la pêche autour de son île. Et il a toujours été sur l'eau, à godiller, à ramer, à pêcher. À 18 ans, je crois qu'il est parti en Australie et il s'est engagé sur un bateau de pêche. Il est devenu second assez rapidement et très bon marin.
Et puis ensuite, ça lui a permis de gagner un peu d'argent et d'acheter son bateau. Son rêve, c'était de faire le tour du monde. Et il a fait un premier tour du monde sur un. Alors, je sais plus ce que c'était comme bateau, hein, c'est un bateau de plaisance. Hein. C'est un bateau en aluminium, très lourd, mais sécurité, quoi. Donc il a fait son aventure, il s'est créé son aventure. Donc il est jeune, mais c'est un marin très expérimenté, mais sans le background de la course, quoi. C'est un marin, il n'a pas de background de course, mais il a quand même été en sport-études à Brest, Ah ouais. en sport-études planche à voile 1 année ou 2, je crois. Donc il était au pôle d'entraînement de Brest en planche à voile. Bon, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le bateau, mais quand même, il a l'habitude d'être sur l'eau. Et du coup, il fait, je me souviens plus de son résultat sur la Bermude, mais surtout, il fait une Vendée Arctique aux avant-postes, quoi. Mémorable, ouais. Ouais. La Bermude, il finit 16e, donc c'est super, hein, parce que c'était son premier départ de sa vie, hein. Premier départ de course. Donc il s'en sort très bien, parce qu'il finit quand même devant des gens qui ont déjà fait un ou deux Vendée Globe. Donc ça, c'était parfait. Et puis ensuite, on a continué à s'entraîner. Et puis le Vendée Arctique, il a été phénoménal, parce qu'il a super bien géré la dorsale. Et puis il finit 6e, quoi. Sacré score. Et alors toi, tu te retrouves bien dans ce poste à la fois de responsable technique, je sais pas si le coach est le terme qui convient bien, mais tu transmets à vitesse grand V tout ce que tu sais à quelqu'un qui doit tout absorber. Ça te plaît ce job ? C'est super intéressant. Ça permet aussi de se remettre en question et de réfléchir aussi à comment faire marcher un IMOCA, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ce qui est réglage et puis préparation du bateau, quoi. Donc en fait, on est une petite équipe, on est 3, et on travaille ensemble pour déjà fiabiliser le bateau le plus possible et puis essayer de l'améliorer. Là, par exemple, pour l'azimut, on a fait faire des voiles, 3 voiles neuves. Donc on a mis au point avec Sylvain Pellissier. Et donc il y a tout ça à mettre en place. Et puis le but du jeu, c'est quand même de faire une bonne route du Rhum. Et puis de continuer à ce que Guirec apprenne l'IMOCA pour pouvoir maîtriser totalement son bateau lorsqu'il fera le Vendée Globe. Toi, tu l'accompagnes jusqu'au Vendée Globe ? Oui, je pense que je vais faire du coaching avec lui sur le Vendée Globe. J'ai aussi d'autres projets, mais de coaching également, et puis de navigation. Mais je pense qu'on est parti pour faire pas mal de milles ensemble. Alors on va voir tout au long de ton parcours que tu as fait beaucoup de bateaux différents, beaucoup de supports et beaucoup de bateaux différents et d'équipages différents et de formats différents. C'est ça qui va être le plus frappant dans tout ton parcours. C'est vraiment étonnant parce que tu fais vraiment si la course au large devait être un triangle, tu as vraiment fait toutes les pointes du triangle et on comprend que ça continue. Quand j'ai fait la petite fiche hier, j'ai lu à plusieurs reprises que tu totalisais à peu près 450 000 milles. 450 000 milles oui, en course. Alors, je sais pas si tu fais un décompte, mais ça fait beaucoup, quoi. Je m'étais amusé à faire une sorte de décompte, même si c'est pas très important, mais oui, ça fait beaucoup de. Moi, j'ai fait 6 tours du monde, dont plusieurs départs de Jules Verne, dont 2 victoires de Jules Verne. Et puis, on va tout explorer, mais c'était ma question partait sur le volume. Qu'est-ce que c'est une vie passée sur l'eau de manière continue, quoi. Ouais, c'est une vie passée sur l'eau. Ouais. J'aime être sur l'eau. Alors, et on va voir aussi ce qui est assez frappant. J'ai quelques petites questions introductives. C'est que tu es un marin qui parle dans les interviews, dans la manière que tu as de t'exprimer. Tu parles d'abord comme un marin et pas vraiment comme un coureur ou comme un régatier. Tu as fait ça toute ta vie, mais on a l'impression que tu as d'abord et avant tout une relation à la mer, à l'élément maritime, et au fait d'aller sur l'eau plus que une fusion avec un bateau en carbone pour le faire aller vite. On sent que l'élément maritime, les paysages, même l'eau, quoi, c'est quelque chose qui est important pour toi. Ouais. Ça vient du fait que depuis l'âge de 4 ans, en gros, j'ai été sur l'eau avec mes parents, avec mon grand-père surtout. Et on était en rade de Brest. On a commencé, je dis on parce qu'il y a mon frère est un peu pareil. On a commencé par apprendre à godier. Et à 4-5 ans, on savait godier. Et du coup, on avait le droit d'aller se promener sur l'eau. Et puis, il y avait aussi tous les à côté de pêche à pied, de pêche dans le goulet. En fait, on fait partie d'une famille assez maritime.
Et on a tout le temps été sur la côte, sur l'eau. Alors, t'es brestois, hein, du coup, tu as fait la transition avec mes premières questions sur comment ça, où naît tout ça. La rade de Brest, c'est un endroit important pour toi? Ouais, j'ai vécu à Brest, mais en fait, on passait toutes nos vacances en presqu'île de Crozon, notamment au Fret et à Camaret, et où là, c'était un terrain de jeu magnifique. Ça a été génial. Et puis, il y avait aussi beaucoup de lectures dans la famille, on lit beaucoup. Et assez jeune, j'ai commencé à lire tous les classiques, hein, de Moitessier, de Tabarly un peu, et puis de Garneret, Louis Garneret. J'étais assez branché corsaire et pirate. Et toutes ces histoires maritimes m'ont passionné. Et puis également, je me souviens très bien de Voile et Voilier, où il y avait des articles. Alors je ne sais pas si c'est Gilles Gainet qui écrivait, mais en tout cas j'étais fan de Gilles Gainet. Je trouvais que c'était un type exceptionnel et en plus qui gagnait la course du Figaro. Et donc assez vite, j'ai voulu faire cette course du Figaro. Et dans ce cocon familial très, très maritime, il y a déjà de la navigation à voile, parce qu'on a parlé un petit peu juste avant, tu as des grands-pères qui ont joué leur rôle, mais eux, ils naviguaient en plaisance ou en course, ou c'était ou des pêcheurs ou des marins de travail? Mon grand-père était capitaine d'un bateau de renflouement après-guerre. Il a renfloué à peu près toutes les épaves qui traînaient en Iroise et puis en rade. Et depuis tout jeune, il naviguait déjà. Il s'était fait un motte en contreplaqué. Je crois que c'est ma grand-mère qui avait cousu la voile avec des draps. Tu vois. Et puis il naviguait de temps en temps avec. Alors le motte, c'est pas le motte à foil, hein, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, un motte, c'est un motte à foil, mais à l'époque, c'est un très beau dériveur en bois en général d'ailleurs. Ouais. Puis c'était une jauge particulière parce que c'était un motte à marotte. D'accord. C'était pas le motte Europe qu'on a connu plus tard. Qui sera un support olympique pour les femmes. Ouais. Et donc, il y a toujours eu cette tradition d'aller sur l'eau. Après, il avait construit une plate, une espèce de vaurien. Donc mes oncles ont commencé à naviguer là-dessus aussi et à régater. Et puis on a eu la chance d'avoir une des premières caravelles qui arrivait en rade de Brest, où là, les oncles ont enchaîné les régates. Et puis le virus nous a pris, quand même. Et tout de suite, il y a la course? Il y avait, en fait, à l'époque, c'était vachement sympa parce qu'il y avait des régates de pardon dans tous les ports. Donc il y en avait à Roscanvel, au Fret, à l'Envéoc. Donc on partait le dimanche matin, les 8 week-ends juillet-août, faire ces régates de pardon qui étaient un véritable championnat du monde pour nous, quoi. Peut-être que tu expliques à ceux qui ne sont pas bretons ce qu'est un pardon, ce qu'on nous écoute. J'espère qu'on nous écoute ailleurs qu'en Bretagne. Un pardon, c'est un peu une fête locale où il y a... religieuse. Et religieuse, oui. Une fête religieuse où c'est un peu, il y a un peu toutes sortes de jeux. Et puis souvent une régate, hein, c'était à l'époque où les bateaux pêchaient à la voile. Tous les marins pêcheurs affûtaient leurs bateaux pour faire cette fameuse régate. Donc c'est là que l'attrait pour la course se construit chez toi? Bah oui, je crois que un de mes oncles était vraiment assidu à la régate. Il avait dû gagner 64 courses avec sa caravelle qui s'appelait le Forban. Et c'est parti de là, en fait, ouais. Et puis toute la famille était intéressée par ces histoires de courses, par les courses en général, quoi. Et alors, à partir de quel moment, toi, tu rentres dans le moule école de voile, école de régate, et que tu passes à... Parce que la caravelle est un support de régate. C'est d'abord un bateau de travail, hein, au départ. Ça devient un support de régate après, mais à partir de quel moment tu franchis le pas? En fait, j'ai fait quelques stages à droite à gauche en mini solitaire. C'était un mini laser. Ça, c'était plus à Brest. Et puis, assez vite, en fait, je suis devenu moniteur. En fait. À 14 ans, j'étais moniteur, aide-moniteur, mais sans le diplôme. Et j'ai fait des saisons à Léo Lagrange à Camaret comme moniteur, en fait, hein, où j'apprenais la voile aux gens. Ah, t'étais au Club Léo? Au Club Léo, j'ai fait 1 ou 2 saisons. Et puis, également, il y avait un copain de mon grand-père là, qui était un stit à Pont-à-Nézel, un quartier difficile de Brest, qui naviguait beaucoup aussi, et qui, un été, est venu voir mon grand-père en lui demandant d'emprunter son petit-fils et son bateau. Et donc, il avait monté une flottille de 3-4 corsaires. Et lui-même avait un Edel 665 et on a emmené toutes les semaines des gamins des quartiers découvrir la rade de Brest. D'accord. Donc, ça, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, ce serait plus possible hein, d'encadrer comme ça. Et puis bon, après, je suis rentré un peu dans
dans le cocon des écoles de voile. J'ai été formé au club nautique de Morguette avec des vrais diplômes, quoi. D'accord. Et à partir de quel moment tu rentres dans le jeu de la régate et la filière classique de la régate? Alors, à mon anniversaire de 14 ans, j'ai eu ou 13 ans, je ne sais plus. Mon grand-père était très bon charpentier. Il avait retapé un corsaire qu'il avait acheté qui est dans une vasière et qui était tout cassé. Il avait tout refait. Et ça a été mon cadeau d'anniversaire. Ah ouais. Du coup, avec ce corsaire, j'ai sillonné la rade en jouant à Gilles Gainet à la course du Figaro, en gros. À 14 ans, c'est génial. C'est un sacré cadeau, quoi. Ah, c'est un super cadeau, ouais. Et puis, donc, du coup, j'ai sillonné la rade en solitaire. Il m'est arrivé 10 000 aventures. Hein, et tes parents, ils te laissaient naviguer à 14 ans tout seul dans la rade sans souci, quoi. T'étais déjà très, très... Ouais, bon, ils étaient un peu inquiets parfois, mais une ou deux fois, ils étaient au bout du quai à minuit, me voyant pas arriver. Puis finalement, tout se passait bien. Mais non, on avait une grande liberté quand même. Et puis, bon, on n'allait pas très très loin. Il y avait toujours quelqu'un sur le quai au fret qui avait un œil sur le plan d'eau, quoi. Et puis, bon, il faut dire que la rade de Brest est quand même un plan d'eau très sécurisé, quoi. Oui, c'est assez protégé. Au pire, tu finis au fond de l'Aulne ou... C'est ça. Et puis un jour, un été, là, je prends les jumelles du grand-père et puis je regarde vers le nord, vers la rade de Brest, enfin vers Brest, et je vois toute une série de petites voiles. Il y en avait plein partout, donc je dis, tiens, j'appareille avec le corsaire, je vais voir ce qui se passe là-bas. Et en fait, quand je suis arrivé aux alentours de l'île Ronde, c'était le championnat de France de dériveur 84, où là j'ai vu des gars sur des lasers, hein. Je ne savais pas ce que c'était, des petits dériveurs qui semblaient rapides, pendus à des sangles. Et je suis revenu au port en disant à mon grand-père, non mais moi je veux faire ça, c'est quoi ce bateau? Et donc un de mes oncles connaissait Jean-Yves Le Déroff, qui était à l'époque l'entraîneur des sports-études. Il a été champion olympique en 88. Qui après, plus tard sera médaillé d'or, ouais. Et donc qui m'a permis de naviguer avec lui, en fait. Et à l'époque, c'était au Moulin Blanc, c'était qui même me suivent, quoi. Donc le club, la SRB... le Moulin Blanc, j'explique aux nombresois, hein. Ouais. C'est la grande plage de la ville, la grande plage intérieure, qui est juste à côté du port du Plan du Moulin Blanc, qui est au fond de la rade. C'est ça. Quand vous rentrez au fond, à gauche. Où là, il y avait le centre nautique municipal qui était là avec beaucoup de bateaux, hein, beaucoup de moyens. Et puis assez facilement, on pouvait avoir un dériveur, un laser, en l'occurrence. Et puis le dimanche, j'ai commencé à apprendre vraiment ce que c'était que la régate, quoi. Et là, t'as quel âge du coup? Là, je dois avoir 16-17 ans. D'accord. Ouais. Et bon, ça n'a pas été simple, parce que le laser, c'est pas un bateau facile. Ce qui était rigolo, c'est que Et puis surtout, tu passes d'une phase d'avoir été déjà extrêmement avancé dans ta connaissance du monde maritime et du bateau à voile, ouais. mais tu t'es formé sur le tas, quoi. En fait, moi, je suis arrivé en étant déjà presque marin, enfin en étant marin, mais en n'ayant aucune idée finalement de la science de la régate, quoi. Et surtout du dériveur rapide comme ça et un peu instable. Et t'as déjà, parce que les gens ne voient pas parce que c'est un podcast, mais tu fais déjà ce mètre 95 et t'as déjà cette constitution et ce physique. Ah ouais, j'ai déjà... T'es fait pour le laser, en fait. Ouais, tu le sais pas, mais t'es fait pour le laser. Je suis fait pour le laser, ouais. Au début, je suis même fait pour le fin, en fait. Et donc j'ai navigué avec à l'époque au Moulin Blanc, il y avait plein de gens, hein. Tu avais des gens très différents qui venaient naviguer en laser le dimanche. Et puis de fil en aiguille, après moult péripéties et d'empannage chinois et de nage autour du laser, j'ai fini par commencer à maîtriser le bateau et puis être un peu plus assidu et du coup à m'entraîner avec les sports-études pour finalement réussir à être qualifié pour un championnat de France junior en 86. Et là, c'était vraiment le début de toute la régate, quoi. Et donc t'es pas en sport-études, quoi. Tu fais une scolarité normale ouais. À côté, quoi. Ouais. Donc c'est juste ton engagement à toi, juste entre guillemets, ton engagement à toi qui permet d'arriver là. Exactement. Ouais. Et comment se passe du coup à partir de quel moment tu commences à avoir des résultats? Ça a mis un petit moment, hein, quand même. Mais je sais plus, au bout de 2-3 saisons, j'ai eu un déclic, en fait. J'ai gagné une régate départementale à Argenton et ça a été un déclic dans le cheval du four.
Et, fallait sortir de la rade. Ouais, il fallait sortir de la rade. Et après ça, en fait, on naviguait beaucoup quand même. Hein. On naviguait 3-4 fois par semaine. Et bon, il y a un moment où tu captes, quoi. Et puis, ouais, on a fait du laser pendant presque 10 ans. Hein. Ma dernière régate en laser, c'est un championnat de France à Morgat où je suis 3e. Et de là, en fait, je suis parti. Bon, je faisais déjà de l'habitable aussi, parce qu'en fait, j'ai toujours navigué. Pendant que je naviguais en laser, je naviguais en surprise, en half-toner avec Eric Douglazette, Gilda Morvan. Tout était bon, quoi, pour aller sur l'eau. Et tu fais des études ? J'arrête mes études. J'essaye de faire du dessin industriel, mais finalement, ça me passionne pas trop. Et finalement, je pars en formation en brevet d'État pour travailler dans les clubs, quoi. Et tout de suite, tu sais que ta vie va être sur l'eau ? Ouais, je crois que ça, je l'ai su vers 11-12 ans. C'était presque écrit, je pense. Hein. Après, la forme restait à trouver, mais... Ouais, voilà, c'était ça que je voulais faire, et rien d'autre. Et dans tes années laser, tu as l'ambition de continuer la filière olympique ou tu... Ouais, en fait, moi, ce qui m'a... Parce que c'est un bateau très dur, enfin... Oui. Un peu aride, quoi, hein, mais il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est la voile olympique. Mais ouais. C'est une filière qui te tente ? Oui, j'ai toujours été... on a fait des tournées européennes. Le laser n'était pas olympique. Hein. Mais on a fait... Oui, c'est vrai qu'il l'est plus tard, oui. Ouais, le laser était olympique en 92, moi j'ai arrêté en 91. Mais on a fait des championnats européens un peu partout, et toute une bande de potes là. Mais bon, assez vite, je savais que je ne serais pas champion olympique. Mais bon, c'était un super bon apprentissage et mon objectif était de faire la solitaire du Figaro. Alors voilà, c'est ce que j'allais te demander. Il y avait quand même cette fameuse solitaire qui se rapprochait. Il y avait cette fameuse solitaire, et puis il y avait aussi un autre truc qui était assez frappant à Brest, c'est qu'à l'époque, il y avait Olivier de Kersauzon qui préparait le trophée Jules Verne. Moi-même en 89, j'étais embauché par son équipe pour aller piloter la vedette qui allait le chercher au retour de son tour du monde en solitaire. Et ça avait été aussi un épisode qui était assez important, je pense, pour le reste de ma carrière. Et donc... parce que le Figaro, c'est un exercice très différent de ça, mais du coup, les tours du monde et les records, ça faisait rêver, une petite graine qui est déposée. Ça faisait rêver, et puis à l'époque, c'était super rigolo à Brest, parce que la ville était partagée par l'amour d'un Olivier de Kersauzon, et puis certains le détestaient. C'était des histoires incroyables, il y avait tout le temps du monde, et puis c'est quand même un personnage atypique, quoi. Mais ce trophée Jules Verne, finalement, ça commençait à rentrer dans ma tête, quoi. Et je me souviens qu'en laser, quand on allait à Marseille, on discutait avec les copains. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que il y avait Vincent Rioux qui était avec nous dans l'équipe du Finistère, et lui donc était à l'école de voile des Glénans, et il avait dit plusieurs fois aux Marseillais, moi l'objectif c'est de faire le Vendée Globe. Oui. Et puis moi c'était plutôt on va faire le tour du monde, et puis on fera le tour du monde en moins de 80 jours. Ils nous prenaient pour des fous. 20 ans après, en les rencontrant en salon nautique, c'est assez rigolo, parce qu'ils disaient « Ah, mais en fait, vous avez réussi !» Tous les deux. Donc c'était tout... En fait, tout nous intéressait, finalement. Et puis, moi, je lisais beaucoup les revues. J'étais fan de Jean Le Cam, hein, qui commençait à émerger, qui lui aussi est un personnage assez atypique. Bon, on suivait tout ça, quoi. On suivait tout, quoi. On a même été à l'arrivée d'un trophée Jules Verne. Je sais pas s'ils avaient fait le tour, mais bref, en laser, on était parti à 4h du matin avec mon frangin et des copains pour aller à la rencontre du trimaran qui était passé devant nous en 2 secondes. Parce que ces années-là, donc là, en gros, on est au début des années 90, hein, c'est les années où le trophée Jules Verne se concrétise, puisque c'est Bruno Perron. Sur Commodore, c'est le premier trophée Jules Verne, c'est 93. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est vraiment là que on passe du fantasme à la réalité du record. Alors, comment tu arrives à approcher la solitaire? Parce qu'on va voir que tu vas t'y coltiner un paquet de fois, mais
À quel moment tu arrives à... Parce qu'il faut trouver des sous, trouver un bateau. Ouais, alors ça c'était compliqué hein, quand même. Alors en fait, comment c'est arrivé? Éric Drouglazette, avec qui on avait navigué, qui lui est arrivé à Brest dans les années 88, je pense, pour travailler dans un club de voile, et il est arrivé avec son Halftoner. Il est venu nous voir en fait parce qu'il voulait parfaire son entraînement en faisant du dériveur. On lui a prêté un bateau, il est venu avec nous, on a sympathisé, et puis il a constitué un équipage de copains. On avait 17-18 ans, dont Gilles Damorvan d'ailleurs. Et puis on a commencé à faire les semaines des Halfs, donc à naviguer contre toutes les stars du moment. Jimmy Pain, Jean-Yves Jaffrézic, et j'en passais des meilleurs. Et le Half à l'époque était le bateau de la solitaire. C'était le bateau de la solitaire. C'était pas encore les Figaro, enfin les monotypes qui le faisaient. Et juste pour, même chose pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas qui est Éric Drouglazette, ça allait être, c'était déjà un très bon coureur, mais surtout ça allait être une légende du Figaro pendant de nombreuses années. Exactement, ouais. Et donc on a commencé comme ça, en équipage, et on a plutôt bien marché. Hein. Alors on n'avait pas un bateau tout neuf, mais dans la brise on marchait bien. Donc on a appris beaucoup de choses. Hein. Moi à l'époque, il y avait, dans les semaines des Halfs, il y avait une course de 200 000, une moyenne course, et des côtiers, des parcours bananes, enfin c'était assez complet. C'était vachement sympa, on a appris beaucoup de choses. Et puis le Figaro est passé en monotype. Et il y a eu la sélection Skipper Half, qui était pour les jeunes un moyen d'avoir un bateau pour une saison. Donc Eric m'a prêté son bateau pour participer à cette Skipper Half. Et puis voilà, la première année ça n'a pas du tout marché. Hein. C'était en plus des bateaux compliqués, hein. C'était des grands mâts avec les bastacs, les mâts tombaient comme des allumettes. Ça c'est la première version du Figaro. Hein. Ouais, la première version. Et puis en même temps, il a commencé à avoir des courses pour les jeunes, dont la 20 Cup en 94. Donc la 20 Cup, c'était pour les moins de 25 ans. Et c'était assez sympa d'ailleurs parce qu'il fallait trouver un bateau. Il y avait deux parties en fait. Il y avait une partie en handicap, en HN. Hein, et donc il fallait trouver un bateau qui soit assez performant sur les côtiers, qui a un bon rating. Et donc on s'est retrouvé à, je ne sais pas combien était de concurrents, peut-être 20-25. Une équipe de la baie de Morlaix, avec Gaël Lecage notamment. Et puis moi j'avais trouvé on m'avait prêté un First 325 de coureurs brestois là, qui faisaient toutes les régates. Et puis donc il fallait trouver un peu d'argent. Donc trouver un petit sponsor local pour acheter un pilote automatique. Et puis on s'est retrouvé au départ avec quelques copains, là, dont Philippe Lahotte et François Robert. À avoir c'est plein de noms, hein, je m'adresse encore une fois aux gens qui nous écoutent, hein, c'est plein de noms de personnalités de la voile, ça serait peut-être un peu long des détails, mais tout ça c'est des gens qui sont encore en activité aujourd'hui et à des postes. Philoun, je crois qu'il travaillait encore avec Maxime Sorel. Bien sûr. Et voilà, François Robert a longtemps construit des bateaux de course. Ça, c'est une galerie de portraits assez large. Ouais. C'était super sympa. Et donc il y avait une semaine de régate. Il y avait Charles Caudrelier aussi qui participait d'ailleurs à cette régate. C'était le plus jeune. Et une semaine de régate, de parcours côtier à droite à gauche. Et puis une finale en Figaro Challenge. Parce que en fait, les Figaro allaient changer de mât. Un mât plus petit, plus solide, on va dire. Et donc j'ai gagné cette finale. D'accord, et donc du coup, le principe, c'est que tu avais un bateau pour la saison. Et j'avais le bateau de Jean Le Cam. Pas mal. Alors ça, c'était quand même super. Et je crois qu'il y avait déjà eu une sélection Crédit Agricole. Et c'était un gars de Port-la-Forêt qui avait créé une autre course, quoi, dans le même principe, quoi. D'accord. Et donc ça va donner, comme toutes les formules de sélection, hein, ça donne souvent plutôt des bons résultats. Hein. Ouais, en fait moi j'ai eu le bateau de Jean tout l'hiver et puis il n'y avait pas beaucoup de budget, donc en fait le bateau était à disposition pour la Skipper Half et puis le Speed West France.
Donc j'ai navigué tout l'hiver. J'ai rencontré Franck Camas qui avait gagné le Crédit Agricole, puis on a navigué ensemble. En fait, on a passé l'hiver quasiment ensemble sur l'eau. Les anciens naviguaient pas trop. Et on s'est retrouvés sur l'eau pour la sélection Skipper Elf, où Franck termine premier, moi troisième, et c'était, comment il s'appelle, Briand du Sud là, qui finit second. Mais il y avait le Speed West qui comptait également dans le classement pour avoir le bateau. Et donc moi j'avais fait un équipage de copains, constitué de gens qui avaient déjà fait un peu de Figaro, et surtout de Antoine Pouliquin, qui était un excellent régatier lorientais, qui était lasériste aussi, hein, mais qui avait fait aussi beaucoup de bateaux de course. Et puis sur Speed West, c'est un super souvenir. On avait embauché Nicolas Béranger à l'avant, et on a eu 2 manches à plus de 40 nœuds, 45 nœuds, où là on avait un demi-bord d'avance sur tout le monde, on allait super vite. C'était l'époque où on naviguait par 40 ou 45 nœuds. Ah ouais, exactement. En course. D'ailleurs, ce serait bien qu'on revienne à cette époque. Ça pourrait servir à certains où on n'aigle pas. Et du coup, avec ce bateau, tu vas réussir à faire la solitaire ou Non, pas du tout. En fait, ça s'est arrêté après le Speed West. Ah oui, il fallait rendre le bateau à ce moment-là. Mais bon, j'avais gardé contact avec... donc, j'avais pas trouvé d'argent. J'avais gardé contact avec la voile olympique et mon entraîneur de l'époque, Yves Labbé, avait eu vent que Yves Laudet cherchait un équipier pour faire du soling pour la préparation des Jeux d'Atlanta. Et donc, je suis parti là-dessus. Enfin, au début, je suis parti avec Thierry Berger et puis finalement... En fait, là, j'ai rencontré un personnage complètement atypique qui malheureusement a disparu aujourd'hui, qui s'appelle Beru, une figure de Alain Pointet. Alain Pointet, une figure de la voile française, hein, quand même, et qui m'a enseigné l'art de la régate sur des bateaux à 3 équipiers, en l'occurrence des Solings, quoi. Et donc, donc vous étiez Yves Laudet, Beru et toi? En fait, on a commencé avec Thierry Berger. Une semaine de hier, ensuite on a fait le mondial à Athènes, et après Beru a changé de bateau et il m'a emmené avec lui. D'accord. Et donc on s'est retrouvé avec Yves Laudet, une encyclopédie de la voile, voilà, un champion. Et qui avait été médaille d'or, je ne me trompe pas, hein, qui avait été médaille d'or à Barcelone, mais pour le coup en tornado. En tornado. Donc un support totalement différent, un catamaran. Yves, c'est un spécialiste du catamaran. À l'époque, il avait barré Jet Service. Enfin, c'était vraiment la référence en France des multicoques, quoi. Et le soling, explique-nous un peu ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le soling, parce que là aussi c'est un bateau très spécifique. Hein. C'est un bateau, et parfois quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis qu'on a vécu à l'époque soviétique, entre guillemets. L'antithèse des bateaux volants d'aujourd'hui. Exactement. C'est un quillard avec une quille fixe, hein, très très lestée. C'est un bateau qui fait quelle longueur? C'est un bateau qui fait 9-10 mètres, avec un tout petit safran. Suspendu, un trou au milieu et donc un barreur, un équipier de milieu et un équipier d'avant. La particularité, c'est que les 2 équipiers sont attachés par les pieds par des menottes. Et alors, moi, je n'ai pas voulu être menotté, donc je me suis mis une sangle de rappel comme il y avait en laser, ça m'allait mieux. Mais l'équipier de milieu était attaché par les pieds et en fait les menottes elles basculaient sur un rail en inox hyper costaud parce qu'on se jetait au rappel de l'autre côté, quoi. Et quand tu parles les fameuses menottes, c'est dans la règle ou c'était une optimisation du fonctionnement? C'est une optimisation du bateau, hein, pour faire du rappel. Ah oui, d'accord. Mais c'était comme ça, quoi. Mais là on a fait ça, c'était génial parce qu'on a fait avec Yves, on a navigué déjà contre des gens complètement exceptionnels, Johan Schumann, tous les champions olympiques d'Allemagne de l'Est, des Russes, Jesper Bank, le Danois. Et la première saison on finit 6e au mondial, ce qui était un exploit parce que effectivement Yves venant du catamaran, c'est quand même des bateaux lents qui remontent au vent. Enfin, on avait beaucoup navigué, puis Beru avait beaucoup d'expérience parce qu'il avait été au jeu avec Marc Bouette à l'époque en soling aussi. Et donc il nous a appris beaucoup de choses. Et puis Yves est un immense barreur, donc c'était vachement sympa. Et on a fait des très belles régates. Il y avait vraiment un gros niveau, quoi. Donc t'étais déjà dans plusieurs mondes différents, quoi.
Ouais. Tu faisais coexister des pratiques très très éloignées au départ. Enfin, ça reste la mer, mais du point de vue technique, c'était très très différent, quoi. Bah ouais, mais en termes de réglage, ça m'a beaucoup apporté, hein. Moi, sur le soling, je m'occupais des réglages de phoque. Et puis je faisais des emballages sur le pont pour le SPI, mais c'était vraiment hyper intéressant. Et puis surtout un niveau tactique et technique très élevé, quoi. Alors, vous allez pas être sélectionné pour les Jeux? Non, alors, on va pas être sélectionné par les Jeux parce que en fait, Beru a un accident de moto à Paris. Et du coup, on perd un équipier d'une valeur inestimable et on réussit pas à trouver la bonne personne, quoi, finalement. Donc on va quand même à la Pro-Olympique à Atlanta. On va faire le mondial à Kingston où là, pour la première fois de ma vie, je vois Dennis Conner, John Collius ou des gens comme ça, Hans Fogg, et on fait un championnat moyen puis on arrête. Et donc fini la voie olympique. Moi, mon objectif, c'était de retourner, de faire le Figaro, parce que j'avais toujours pas fait à ce moment-là. Et puis ça s'est fait à la suite, en fait, par un concours de circonstances assez incroyable. Où là, j'ai rencontré un gars qui faisait du soling, en fait, avait un cousin qui allait faire la G2R, mais qui connaissait rien du tout au Figaro. Et donc, il m'a demandé de venir avec lui. Et hop. Donc, c'est parti comme ça. Donc, c'est les réseaux soling qui te permettent d'aller faire, d'embarquer en Figaro. Donc, je lâche à Montoriol, et débarqué pour la forêt. Et puis, on a loué un bateau, et puis il a vécu chez moi, et puis on s'est entraîné, quoi. Et là, paradoxalement, donc on est en 96, tu as 28 ans, c'est ça, hein, parce que tu en as 54 aujourd'hui, ouais. pour être précis. Là, finalement, ça n'est que à ce moment-là que tu fais ta première transat, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Le grand large, ouais. le très grand large, quoi. Au final, avec cette vie sur l'eau très très jeune, c'est la première fois que tu découvres ça. Qu'on traverse, ouais. Et alors? Oh bah c'était top. Bon, ça n'a pas été facile, la première étape, la deuxième était un peu mieux. Mais non, c'était vraiment super, quoi. Et toi, de passer beaucoup de nuits en mer, de passer beaucoup de temps en mer, tu n'avais pas de doute sur le fait que tu aimerais ça, quoi? Non, j'avais pas tellement de doute. J'avais fait pas mal de... En fait, j'ai fait pas mal de traversées de Manche et de nuits en mer avec un personnage qui lui aussi a disparu, qui s'appelle Michel Bottion, qui était équipé de Kersozon pendant longtemps. Et puis Michebot, un marin qui a un nombre de milles incroyable, dans des situations complètement incroyables à chaque fois, qui nous a appris à tous à Brest beaucoup de choses. Et donc non, de toute façon c'était un peu écrit, hein, il fallait faire ça, quoi. Tu vas en faire plusieurs des AG2R, hein. Ouais. À quel moment t'arrives enfin à te coltiner la solitaire? Et à la suite de cette première AG2R, en fait. Mais c'est complètement improbable, parce qu'à Saint-Barth, Anne Savatier, qui organisait les Grands Prix au Havre, déjà avant le départ à Lorient, elle m'avait dit non mais il faut que tu viennes au Havre, je vais te trouver un sponsor. Bien sûr. C'est facile à dire. Elle est arrivée sur le quai à Saint-Barth, elle était là. Ah mais Seb, c'est super et tout, on finit 11e, ce qui était pas mal, quoi. Devant Jaco et Bruno, on était contents quand même. C'est Jacques Carès et Bruno Jourdain, j'imagine. Ouais. Et pas très loin des frères Poupon, hein, ils sont 2 heures devant. Et donc Anne me dit ah bah Seb, c'est bien, non mais de toute façon je vais trouver un sponsor. On était à Saint-Barth, on est d'arrivée. Le lendemain matin, je reçois un coup de fil de Anne qui me dit j'ai rendez-vous avec J'ai trouvé un sponsor. J'ai peut-être trouvé un sponsor, j'ai rendez-vous avec un chef d'entreprise. Et donc rendez-vous le soir, c'était un Brestois qui avait financé une partie du bateau de Jacques Carès. Et puis le gars super sympa, un peu atypique lui aussi, le plus gros vendeur de coca d'Europe, qui avait une toute petite boîte à Brest là, mais qui avait été musicien et que j'avais vu en concert. Enfin, il y avait plein de choses. Ah ouais. C'était assez rigolo. Et lui décide de me donner un coup de main, en fait, alors pas sur la solitaire, mais sur des grands prix.
Donc voilà, on était parti là-dessus. Et puis au final, dans l'été, ça a changé. Il m'a finalement proposé d'acheter un bateau et de faire la solitaire, mais tout ça 15 jours avant la solitaire. Pas mal. On a quand même réussi à trouver un bateau et à tout faire en 11 jours, je crois. On a repréparé le bateau qui n'était pas du tout jaugé, il n'y avait pas de joint de quille, il n'y avait rien. Il fallait le monter au Havre et le redescendre à Brest pour faire un chantier. Mais au départ à Perros, on était là. Et comment se passe cette première solitaire? Bah, rétrospectivement, je me dis que j'aurais pu la gagner. Mais bon, il m'est arrivé tellement de trucs. J'ai été super bien placé quasiment aux 3 premières étapes. Mais alors la première, le vent est monté après Lansen, c'était un bord de vent arrière sur la panne, comme en laser, que j'ai tenu depuis longtemps. Et je me souviens que j'ai attendu qu'Alain Gauthier parte à la bâtée pour affaler. J'ai affalé, mais j'ai raté mon affalage. Ah non, j'ai pas raté mon affalage. En fait, il fallait empanner, repartir sous spilour, et en fait, à l'envoi du spilour, un mousqueton s'est décroché. J'ai réussi à le remettre 2 fois. La 3e fois, le spi s'est déchiré, je crois, donc j'étais obligé de l'affaler, il est passé dans l'eau, enfin, c'était une catastrophe. Ce qui est classique en Figaro quand tu commences, quoi. Et la 2e étape, je me souviens d'avoir été à côté de Michel assez longtemps. Des joyaux? Ouais, des joyaux. Je mets les sous-titres, hein, tu m'excuses. Et à 33 000 de l'arrivée, qui était à la Baule, enfin à Pornichet, à Saint-Nazaire plutôt. Je me suis dit, bon, bah là, il faut dormir, il faut aller se reposer. Et en fait, je me suis pas réveillé. C'est un copain qui m'a réveillé, j'étais du mauvais côté de Belle-Île. Ah oui. Donc de 3e, j'ai dû passer à 13e, je finis 13e de l'étape. Ce qui est pas si mal pour une sieste prolongée. Ce qui est pas si mal, ouais, non mais quand j'y repense, ça m'énerve. Et la 3e étape, on est 4 bateaux à partir, toute la flotte part dans l'ouest, on est 4 bateaux avec Jean, Philippe Vicario et Ronan Cointeau à partir dans l'est. Moi je pousse le bouchon pour aller chercher encore plus de refus. Et on prend 100 degrés de refus. Et en fait, à minuit, avant l'arrivée, je suis en tête de la course. Bon, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai pas les pointages. Et là encore, en fait, il suffit de virer et puis d'aller tout droit vers Iron. Et là, je vais dormir aussi. Mais mal réglé en pilote. Et en fait, tout le décalage, je le perds. Et je finis 20e, je crois. Une catastrophe. Décidément, le sommeil est... Ouais. C'est ton point faible. Ouais, je suis un gros dormeur. Ouais. Encore aujourd'hui? Un petit peu moins, mais ouais, des fois c'est... c'est dur. Et malgré ça, tu vas faire 7 solitaires au total, c'est ça, hein? Ouais, 7 solitaires, ouais. Tu vas les enchaîner les unes après les autres ou Non, j'en ai fait une en 2005, un peu au pied levé. Que j'aurais pas dû faire d'ailleurs, mais... En 2005, on gagne le Tour du Monde avec Orange. Je gagne le Tour de France avec Toulon en faisant la nave. Et la suite, j'enchaîne le Figaro pour remplacer Bruno Gendrin. Mais je pense qu'il y avait eu trop. T'aurais dû rester sur les 2 succès. Ouais. Alors, donc, tu vas faire beaucoup de solitaires, tu vas faire encore d'autres AG de laser avec Doug Lazette, une avec ton frère. Oui. Il y a un moment quand même dans cette trajectoire, il y a l'irruption ou l'arrivée de ce qui va devenir l'une de tes spécialités, c'est les records, ouais. Et en particulier autour du monde. Et ça arrive avec le personnage dont on a parlé tout à l'heure, qui est Olivier de Kersauzon. Comment la rencontre se fait? Est-ce que de toute façon il a un œil sur tout ce qui se passe dans la rade à Brest, parce que c'est le patron, c'est le patron de la rade à l'époque, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et donc finalement tous les petits jeunes qui montent et qui sont bons finissent dans son bureau comment ça se passe? C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. En fait, en 97, avant qu'ils partent avec comment s'appelait le bateau, l'ancien poulain en fait coupé, rallongé, Michel Bottion qui était à bord me dit, il nous manque un équipier, est-ce que tu veux venir? Et là en fait c'est l'année où je viens juste d'avoir ce fameux Figaro.
Et donc j'ai déjà fait une solitaire et le bateau va en chantier, ça enchaîne sur une deuxième. Et donc là, il y a un peu un dilemme, quoi. Mais je vais quand même, donc je prends rendez-vous avec Olivier. Et puis, bon, c'est assez atypique hein, comme rendez-vous, mais plutôt sympa. Et puis je lui dis, ça se passe au bureau autour du monde. Autour du monde. Ouais. Donc c'est un restaurant, un bar-restaurant qui est au Moulin Blanc au-dessus du port. Alors ces questions sont les suivantes. T'as déjà fait du multicoque Yobi Catez. T'as déjà été dans le sud de la France. Mais bon, on s'est déjà croisé plusieurs fois. Je suppose qu'il est peut-être un peu renseigné. Et je lui dis, je viens juste d'avoir un Figaro, je sais pas, est-ce que je peux te donner ma réponse dans une semaine? Il accepte, et puis en réfléchissant, je me dis que ça peut être compliqué de partir comme ça. Enfin, en fait, j'ai fait un mauvais choix, je pense. Mais bon, faut accepter ses choix. Donc j'ai choisi de pas y aller, en fait. Et tu commences par dire non à Kersaudan, quoi. Ouais. Et puis de me concentrer sur le Figaro. Et puis quand en 2000, j'ai suivi un peu la construction de Geronimo, il annonce Geronimo, donc je l'ai rappelé, puis je lui ai dit voilà, je suis prêt. Parce qu'en fait, je lui ai dit, j'étais pas prêt, il fallait que je fasse du Figaro d'abord. Et il t'en tient rigueur ou... Pas du tout. Et le jour où je l'appelle, en disant que j'étais prêt, il me dit ramène-toi, on va faire un tour sur... J'arrive pas à me souvenir du nom. Moi non plus. Bon, bref, on a compris. Sur l'ancien bateau. Ouais. Et donc, Sport Elec. Sport Elec, voilà, c'est ça. Donc, on a fait un premier tour de Ouessant un samedi après-midi, puis ça s'est bien passé. Ah, c'était le test, quoi. Ouais, c'était le test. On était un peu... C'était un peu bizarre, quoi. Enfin, pas bizarre, mais c'était le capitaine, seul maître après Dieu, quoi. À l'ancienne. À l'ancienne, mais très impressionnant, en même temps sympa. Mais fallait pas faire un peu de travers, quoi. Il y avait Cali qui était avec moi, Arnaud Boissier. Ouais. Et puis donc on a fait plusieurs navigations comme ça, et puis il a constitué son équipage, et donc j'ai été retenu dans l'équipage. J'ai lu dans un petit papier que tu as dit en parlant de Kersaudan, ce fut comme un second service militaire. Ouais, c'est vrai, que c'était une espèce de discipline sans en être une d'ailleurs, mais c'était un fonctionnement qu'on connaissait pas, hein, nous, puis on était un peu entre guillemets des branleurs. Hein. Mais Olivier, il fonctionne, je pense un peu à l'ancienne par rapport à ce qui se fait. Donc c'était lui et ses 2 lieutenants. Et puis on n'avait pas beaucoup d'informations sur quand on allait partir, ce qu'on faisait. Il y a eu des épisodes assez épiques quand même. Ah oui. C'est rigolo, quoi. Par exemple, le 11 septembre 2001, on est au large de New York. Ah oui. Ouais, il y a eu une ou 2 autres histoires avant, mais ça je te raconterai en off. D'accord. Et on est donc à minuit de New York, et puis je suis dans le cockpit avant en quart. Hein, on faisait des quarts très longs de 6 heures, avec César Doï qui travaille chez Incidence aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, Olivier nous alpague en disant, il sort la tête juste de la capote en disant, t'as déjà été à New York, toi? Ouais. Tu vois les 2 tours? Ouais. Eh ben, ça n'existe plus. Ah ouais. Et là, t'as Yves Pouillot qui monte sur le toit en disant, ils ont tout démoli. Et on se regarde. De quoi il parle? On se regarde avec César, on dit, mais c'est quoi cette histoire? On n'y croit pas, quoi, en fait. Personne à bord n'y a cru. On a fait demi-tour, Olivier nous a montré le fax du port de New York qui était fermé. Parce que vous alliez à New York, là? On allait à New York pour tenter un record de l'Atlantique. Et en fait, on n'y a pas cru, c'était complètement bizarre. Mais on a fait demi-tour, et puis on a appris que c'était vrai, en fait, au retour, quoi. Ah oui, d'accord. Et ça, c'était assez marrant. Tu vas faire une tentative de Jules Verne, quand même. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Comment elle va se passer?
Et bah, on est parti, ouais, parce qu'entre-temps, donc, on s'est entraîné pour le Jules Verne. On a cassé le mât, la tête de mât a cassé, je crois que c'était au mois de novembre, hein. Donc, à l'époque, les stand-by, c'était plutôt janvier. Et enfin, on aurait dû être prêt pour le mois de novembre-décembre, et puis finalement, le mât cassant, ça a tout retardé. On a eu un nouveau mât, et en février, je crois que c'était fin février, on était prêt, il y avait une super fenêtre. Le bateau était en pièces détachées. On est juste de mettre à l'eau, et Orange 1, qui était arrivé quelques semaines auparavant à Brest, partait pour prendre la fenêtre. Donc le matin où on matait, ils sont passés devant nous en nous disant au revoir. Donc on avait un peu la pression parce que la fenêtre était très belle. Donc Olivier voulait absolument qu'on la prenne. Donc on devait appareiller le soir à minuit, ce qui était totalement impossible. Matage le matin, Ouais. appareillage le soir. Ah ouais. Ouais. Mais on faisait tout pour, quoi. Et donc après on était au port militaire de Brest, et à 13h à la pause sandwich, Kiki Somar qui travaillait chez Incidence écoute la radio et il entend que Orange pète sa tête de mât 20 minutes après une partie d'Ouessant. Ah ouais. Donc là pour nous c'était un peu un soulagement parce que ça voulait dire qu'on avait plus de temps pour se préparer. Et donc on est parti, je crois, une semaine après. Il y avait une belle fenêtre aussi. Mais on a fait demi-tour à 8 sud, je crois, pour des problèmes de contrôle du bateau, parce qu'il n'y avait qu'un safran central. Donc on a fait demi-tour. Ça a été super dur. Bah, pour nous, c'était super dur parce qu'on était tous un peu comme des enfants à vouloir se faire tour du monde. Et puis finalement, on a fait demi-tour sans vraiment comprendre les problèmes qu'on pouvait avoir. Mais bon. Oui, parce qu'on vous a pas beaucoup expliqué le fameux management. Si, on savait, mais c'était dur à admettre en fait. Ah oui, c'est d'accord. surtout ça, quoi. En fait, c'était qu'on était parti là-dedans, on voulait pas faire demi-tour, quoi. Mais bon, il fallait. Et du coup, c'est la dernière fois que tu navigues avec Kersozon? Ouais. Et après ça, j'ai navigué avec Jean Le Cam sur Bonduel en Norma. Et c'était super aussi. Et la tentative la tentative de. Elle est en quelle année? Je l'ai pas sur ma fiche. En 2000, En 2000. Oui, c'est ça. 2001, je crois. Ouais, l'hiver 2001. Ah oui, qui a le 11 Ouais. septembre 2001. D'accord. Ouais. L'année d'après, tu vas quand même. On a beaucoup parlé de Figaro. Tu gagnes une étape quand même en 2002. En 2002, ouais. Ouais, j'arrive à retrouver. C'était même pas un sponsor, hein, parce qu'on. C'était un groupe de jeunes de Brest qui montait une boîte de communication, qui avait trouvé un petit peu d'argent pour louer un bateau. Et donc on a réussi à louer un bateau au dernier moment, à acheter 3 voiles, et puis à faire la Porquerolles et puis la solitaire. Et du coup, je gagne une étape. Ouais. Quand même. Pourquoi ça te fait rire? Ah bah c'est un super souvenir. J'imagine. Mais ouais, c'était... Non, ça me fait rire parce que j'avais parlé avec un... J'avais un problème en fait en Figaro, c'est que j'arrivais pas à finir les manches. Parfois j'étais en tête. Et, T'allais dormir. non, mais même sur des parcours, il y avait toujours un truc... je pense que c'était une espèce de pression. Et j'avais parlé avec un gars de l'ENV qui était un peu conseil... qui m'a beaucoup apporté sur cette solitaire en fait, et qui a sans doute permis à ce qu'il y ait cette opportunité de gagner une étape. Bon, qui était un coup quand même assez osé, et puis bon, moi j'ai pu le faire. En fait, pour raconter, on partait d'Irlande et on arrivait au Sable d'Olonne. Et on savait qu'à l'île-Dieu, il y aurait une transition de courant, de vent, et que la route c'était au milieu de l'île, donc il fallait faire le tour soit par un côté, soit par l'autre. Et au petit matin, moi j'étais 9e, je pense. Les premiers étaient à 2000 de vent. Et du coup, le vent tombe, il bute dans le courant. Et puis, ça ralentit de partout. Et moi, en fait, avant de m'engager dans les chiens périns, hein, c'est le nord-ouest de l'île, je sors les jumelles, je regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté, sachant que le vent allait tomber, que le thermique allait rentrer plutôt pas large. Et je vois un sangria sous spi
avec le spi bien rempli. Et là, déclic, je tire la barre, et je fais le tour. Et en fait, ça a marché. L'autre côté, c'était un peu difficile. On est resté collé pendant des heures avant que le thermique rentre. Et puis quand c'est rentré, en fait, au début, j'y croyais pas. Hein, je pensais que j'avais pris un plomb. Et puis en fait, ils étaient tous collés au mouillage pendant des heures. Et donc j'ai réussi à le croiser juste devant Eric Toglazette. Et donc à gagner cette étape. Un bon souvenir donc. Un bon souvenir, ouais. Le circuit Orma avec Jean Lecam, donc c'est bon duel. Hein, ouais. Quel souvenir te garde dans ce podcast? On parle souvent de ces années Orma qui ont été extraordinaires. Alors toi, tu arrives un peu sur la fin, parce qu'il y a cette fameuse route du Rhum qui va décapiter une bonne partie de la flotte. Mais quel souvenir tu gardes quand même de ces bateaux incroyables et de cette ambiance de cette époque-là? Oh bah, c'était génial, il y avait 18 bateaux sur les Grands Prix, on a fait quelques Grands Prix à Marseille, à Lorient, et surtout les 2 courses au large, j'ai fait 2002-2003 je crois, on a fait la route des phares, et puis Cherbourg-Rimini l'année suivante, avec un équipage exceptionnel, on va dire. Parce qu'il y avait donc Jean évidemment, Quito de Pavant, Philippe Lahotte, Ronan Le Goff, qui j'oublie, Jacques Carès. Et c'était vraiment super. Et le bateau était quand même assez dur, hein, c'était un peu chaud quand même. C'est clair. Mais la première course, c'était, on est arrivé à Quito, on n'avait pas beaucoup navigué sur le bateau. Départ de Calais qui était retardé d'une semaine parce qu'il y avait trop de vent. Et au final, on part quand même dans 25-30 nœuds de vent. Alors, avec Jean, on avait essayé de s'organiser pour savoir qui faisait quoi. Donc, le soir avant le départ, donc Jean avait défini qu'il y avait 3 barreurs, donc Quito, moi et lui, et puis 3 régleurs équipés d'avant. Sans plus de détails, c'est pas le roi du briefing. Et on s'est retrouvés, donc on avait moi et Quito, hein, on n'avait quasiment pas barré d'Orma, on s'est retrouvés en pleine nuit parce que Jean il a dû barrer 10 heures de suite et puis aller se reposer. Mais évidemment, quand il a passé la barre, il faisait nuit. Donc à 18 nœuds, dans 25 nœuds, il faut faire attention de ne pas se retourner, quoi. Mais c'était une super course, on s'était tous retrouvés d'ailleurs à Ouessant au petit matin. Là, il y a une photo de Gilles Martin-Ringer qui est célèbre avec Fuji, hein, mais en fait ce qu'on ne voit pas à côté, c'est qu'on est 6 ormas de front sous le Génac à 25 nœuds, quoi. Avec le vent et le courant, il y a des vagues gigantesques, ou en tout cas un clapot extrêmement élevé. Bah là il est passé à Dividic, le trou du diable. Voilà, qui est un endroit particulièrement connu pour être très agité. C'est au nord de Ouessant, enfin c'est au nord. C'est au sud-ouest. Au sud-ouest de Ouessant. Ouais. Ah oui, pardon, la partie sud-ouest. Derrière cette course, il y avait 18 bateaux au départ, mais 3 à l'arrivée. Parce que Franck. Comme au Rhum, quoi. Ouais, comme au Rhum. Ouais. Franck avait cassé ses foils, il était rentré sous Belle-Île. Enfin, ça avait été épique. Hein. Je crois qu'Alain Gauthier il s'est pris un banc de sable dans le Tage. Ah oui, parce que c'était quand même rigolo, parce qu'on faisait tous les phares, donc on a dû rentrer dans la baie de la Corogne, faire le tour d'une bouée, ressortir. Et à Lisbonne, on est rentré dans le Tage. Et on est rentré dans le Tage, et pensant qu'il n'y avait pas de vent, on s'est retrouvé sur un patin dans le Tage à faire le tour d'une bouée presque sous un pont. Et où là, il y avait Jacques Carès qui avait fait des images, qui devait lancer sa cassette vidéo au mec de la production qui était dans un Zodiac. Le tout s'en s'est arrêté. Il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui, en fait. Il n'y avait pas les MDB satellites, quoi. Tu vas te faire Shanghai, je ne sais pas si c'est le terme qui te convient, parce que tu vas passer de l'équipage de Kersozon pour le Jules Verne à celui de Bruno Perron. Ouais. Comment ça se passe? Eh ben, ça se passe que... Alors Perron devient détenteur du Jules Verne, hein, avec Orange 1. Ouais. Et puis il va composer un équipage de... C'est la piste aux étoiles, hein. Déjà, de mémoire, ils avaient voulu me shanghailler en fait, le jour où ils partaient, parce que normalement, Pascal Billigori devait aller avec eux sur Orange 1, et finalement, il était parti faire la Volvo. Et je crois qu'il leur manquait un équipier. Mais bon, moi, j'étais sur Geronimo, j'avais dit non. Je reste sur Geronimo. Et donc, quelques années plus tard,
Ronan Le Goff m'appelle un jour en me disant voilà, il y a Orange 2 qui va être mis à l'eau, Bruno cherche du monde, est-ce que ça t'intéresse? Bon, évidemment, j'ai dit oui, et puis on s'est rencontrés avec Bruno à la base sous-marine, entretien dans la Volvo, découverte quoi. Enfin, Genre dans sa voiture, quoi. Ouais, dans sa voiture. Oui. Et puis il dit bon bah écoute, on essaye et puis on voit quoi. Et puis ça s'est super bien passé, c'était top. C'était quand même un des meilleurs souvenirs d'équipage et en tout cas d'organisation. Enfin c'était une autre époque, hein. C'était plus des opérations commando, mais moi j'ai beaucoup de respect pour Bruno qui, à mon sens, a bien mené son affaire quoi. Voilà. Et alors c'était lui aussi, c'est un passage très charismatique, mais très très différent de Kersozon. Comment tu comparerais les deux fonctionnements? Ouais, c'est pas les mêmes personnalités. Ils ont pas la même façon de faire. Même si ça se rejoint par certains côtés. Bruno, en fait, il déléguait beaucoup. Bon, déjà, c'était l'équipage qui avait fait l'équipage. Donc, vous étiez tous cooptés, quoi. Ouais, on était cooptés par un noyau, en fait, qui plaisait à Bruno, hein, qui allait faire le tour, et ça s'est fait un peu comme ça. Et puis après, l'organisation était... lui, il gérait son projet, hein, les sponsors, les machins, ce qui n'est pas une mince affaire. Tous les côtés techniques aussi. Et puis après, quand le bateau a été à l'eau, il avait un œil sur tout, en fait. Un œil sur tout, mais il déléguait beaucoup, et c'est Yves Le Bleuec qui organisait un peu le travail. Et puis à l'époque, en fait, c'était pas des écuries comme aujourd'hui. Tout le monde faisait bosser sur le bateau, quoi. Donc il y avait un préparateur ou deux, mais tout le monde avait un rôle à bord. Ce qui a changé après avec Franck, où c'était une vraie écurie, où il y avait une équipe technique et que nous on faisait que naviguer, quoi. Toi, tu avais en charge quoi du coup sur le bateau? Alors moi, je m'étais occupé du médical à bord de Géronimo. Je suis arrivé un des derniers. Je n'ai pas vraiment de compétences techniques ou mécaniques, tu vois, donc je me suis occupé de toute la partie médicale. Et du coup, j'ai fait appel à des médecins de Lorient. On a développé les pharmacies de bord qui sont vendues sur les bateaux, avec Jean-Marc Le Guec, là. Et puis on a essayé de faire ça bien, quoi. Un peu la sécurité du bateau et surtout l'aspect médical s'il y avait un problème en mer, quoi. C'était super intéressant. Je suis allé aux urgences pas mal de jours. J'ai appris plein de choses. Et quel souvenir tu gardes du tour en lui-même? C'était génial parce que bon, déjà à bord, on a vécu ensemble pas mal aussi, hein. Le bateau était à la Trinité avant le tour du monde. Il y avait c'était une vraie équipe, quoi. C'était une vraie équipe de copains, même si il n'y a pas que des caractères faciles, hein, mais ça marchait, quoi. Ça marchait, je pense, parce que le Perron était là. Et globalement, tout le monde s'entendait bien, hein, mais il faut quand même les tenir, l'équipe. Il y avait des fortes personnalités. Tu peux nous rappeler quelques noms qui étaient. C'était très chic, c'est un équipage assez chic, hein. Yann Eliès, Lionel de Monchois, Jean-Baptiste Tépron, Jacques Carès, Ronan Le Goff. Et Bernard Stam, non? Bernard Stam qui est arrivé à la fin, ouais. Bernard Stam et j'en oublie, évidemment Yves Le Bleuec, Florent Chastel. Et c'était un sacré équipage. Ouais. Et là, tu vas vraiment. Enfin, je sais pas si on peut parler de virage, mais après, il y a quand même beaucoup de records et de grands multicoques océaniques, quoi. T'as trouvé ta voie ou t'es identifié comme étant un spécialiste de ça Ouais. En fait, je suis arrivé un peu timidement. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Puis il s'est avéré que je pilotais bien le bateau, voire très bien. Et Bruno... alors, pardon, je te coupe, hein, mais du coup, tu as effectivement une réputation de très très bon barreur de multicoque. Mais d'où ça devient? Parce que c'est pas ton ADN de départ, quoi. Ça vient je pense que ça vient du fait que d'abord, secrètement, c'est toujours ce que j'ai eu envie de faire. Et puis j'ai barré des bateaux, plein de bateaux différents.
Depuis toujours, des bateaux tout pourris, après des bateaux de course. Et puis c'est un truc. Mais là, sur Orange, j'ai vraiment aimé ce bateau et je faisais corps avec le bateau. Enfin, j'avais ce sentiment de pouvoir. Je me sentais hyper bien. C'était un gros bateau, mais super intéressant à dompter, quoi, à piloter, quoi. Enfin, moi, je me suis bien éclaté. Et donc, du coup, on va venir te chercher pour cette compétence-là. Ouais. Et l'étape d'après, donc, c'est d'arriver chez Franck Camas. Ouais, l'étape d'après, c'est Franck Camas, ouais. Mm. Et alors, c'est quoi? C'est un entretien dans une Volvo aussi ou... Parce que c'est encore très différent. Non, c'est un entretien au bureau. Non, mais bon, Franck, c'était déjà plus ou moins. Enfin, il avait. En fait, Est-ce que tu le connaissais, lui? Lui, c'était. Ouais, on se connaissait. Voilà. Ouais. Une proximité d'âge et ouais. Vous aviez. On se connaissait un peu. Vous étiez entraînés ensemble. Du Figaro, on s'était entraînés ensemble. Bon, il y avait un respect mutuel, je pense. Et puis, lui, il avait suivi le Tour du Monde. Du Tour du Monde d'Orange, hein, il suivait que ça. Et donc, il m'a demandé si je pouvais venir. Sur le bateau avec Jacques et puis Jacques Carès et puis Ronan Le Goff. On est parti sur Groupama et c'était super. Là aussi c'était un super équipage. Hein. On avait des repères déjà, on se connaissait bien. On a rejoint Loïc Le Mignon qui était boat captain, qui était un copain d'école de voile. Et puis Fred Le Petrec que je connaissais de la voile olympique. Un super personnage, un super barreur. Et puis il y a Yann Decker qui est venu, qui était un gars de la Volvo et de la Coupe, qui était bloqué par Alinghi pour pas aller naviguer sur Oracle. Donc il n'y avait rien à faire à cette période-là qui nous a rejoints. C'est d'ailleurs assez rigolo parce que en fait Yann Decker est le fils d'un copain de mon grand-père, une espèce de pirate hollandais qui venait en rade de Brest dans les années 70. Ah ouais? Et moi j'ai découvert ça. On se parlait pas beaucoup avec Yann. Et puis un jour, on était dans l'océan Indien à se faire un peu fracasser quand même. Et puis un changement de quart, j'entends Jacques qui discute avec Yann. Et Yann lui dit « Ah, mais je connais bien la rade de Brest. Mon père venait dans les années 70 avec son brick 3 mois. » Et là, ça a fait un tilt. Et alors, je sais pas pourquoi. Je me suis dit « Ah, c'est le fils de Rackham le Rouge. » C'était le surnom qu'on donnait à son père quand on était petit. Et c'était ça. C'était bien ça, donc c'était assez rigolo comme histoire. Alors, sur Groupama, il va y avoir plein de records. Le record de la route de la découverte, le record de distance en 24 heures, le record de l'Atlantique. Mais il va y avoir aussi... le naufrage. Le naufrage, ouais. qui est assez mythique quand même. Ouais, complètement mythique. À tout point de vue, quoi. Bah ouais, d'ailleurs l'histoire de Yann, c'était à ce moment-là, on a chaviré après. Donc là, c'est une tentative de Jules Verne. Ouais. De Jules Verne. Ouais. Et vous allez au passage de la Nouvelle-Zélande, en fait, vous remontez, ça va être votre chance, hein. Vous remontez très très haut. Il y avait tellement de vent dans le sud, hein, les trains de dépression il y avait du vent très fort. Donc Franck voulait, normal, hein, il ne voulait pas aller trop dans les vents forts. Donc on était resté avec une trajectoire assez nord. Du coup c'était chaud parce qu'on a fait du reaching en bâbord. Un truc un peu pointu, et là le bateau il passait de 12 à 32 nœuds. On a vécu une bonne semaine où c'était l'enfer. Il fallait se tenir partout. Pour faire à manger, on était que 3 à faire à manger, hein. Ronan, Loïc et moi. Et ça volait de partout, et on a failli avoir des dégâts humains, parce que je crois que c'est Franck Profi qui a traversé le bateau de long en large. C'était vraiment difficile, et donc on est arrivé en fait à une trajectoire vachement en nord, à 5000 de la Nouvelle-Zélande sur le plateau, où là on a empanné, et dans l'empannage on a cassé 2 lattes. Donc on s'est arrêté pour réparer tout ça, et ça a duré un petit bout de temps quand même, je pense un bon quart, 3 heures, à peu près 3 heures. Et puis quand on est reparti, voilà, c'était route... sur le Cap Horn, on était encore bien dans les temps, je pense, pour le record. Et puis je me souviens qu'en rigolant avant d'aller se coucher, avec Ronan, moi je suis jamais allé en Nouvelle-Zélande. Un jour, j'aimerais bien y aller.
Ça nous a fait rigoler. 4 heures après, on a chaviré en fait. On dormait. Et puis on a entendu un grand bruit. Moi j'étais de quart avec Franck et puis Jacques Carès. Et on a entendu un grand bruit, le bateau qui basculait. On s'est demandé ce qui se passait. Et on s'est retrouvé à l'envers en 2 secondes, quoi. C'était 2 jours ou 2 nuits? C'était 2 jours. Ouais. Et donc c'est le flotteur qui casse en fait, hein? Ouais, c'est le bras qui casse. Ouais. Le bras qui casse, non? Le bras qui casse et tout s'enchaîne, quoi. Le mât en 3-4 morceaux. Le bateau retourné. Fred Le Petrec alors, c'était rigolo, je crois que c'était Yves Parlier qui faisait la neuve. Et Franck Profit était à la barre. Et quand il a vu, en 1 seconde, il a vu le truc, il a dit on empanne, il a crié on empanne. Il n'a pas eu le temps d'empanner évidemment. Et donc Parlier qui a entendu on empanne, qui lui dans les empannages s'occupait des bastacs, a commencé à grimper l'échelle. Et là, Yann Decker a sauté. Enfin, il y a eu tout un charivari. Et Fred a réussi à monter, à sauter à l'intérieur du bateau in extremis, quoi. Ouais, parce que l'enjeu, c'est dans un chavirage comme celui-là, l'enjeu, c'est d'aller se réfugier à l'intérieur et de ne pas être pris dans le chavirage, bloqué sous les filets, ou expulsé loin du bateau, voire blessé dans la chute. Ouais. Les 3 ont réussi à rentrer à bord. Donc, à l'intérieur, c'était évidemment un mélange de lyophiles. En plus, on a eu des soucis de filtre à gasoil, parce que on matossait le gasoil avec un système de tuyaux, et en fait, la peinture du réservoir est fondue, du coup, il y a des particules dans les filtres. Donc, ça faisait quelques jours que Ronan filtrait le gasoil avec des polaires. Et donc, il y avait un bidon de gasoil plus ou moins ouvert. Donc, quand on s'est retourné, il y avait du gasoil partout à l'intérieur du bateau, des sacs de lyophiles, un petit peu d'eau, mais pas de blessés. Et donc on a été récupéré. Alors votre chance, c'est que vous êtes juste à côté de la Nouvelle-Zélande, enfin à 90 000. Ouais, c'est une vraie chance. Ça a permis de sauver le bateau en fait. Et puis on a eu la chance que l'anticyclone qui règne parfois dans ces parages, là, le lendemain il était sur zone, donc il n'y avait pas de vent, quoi. On a pu essayé de redresser le bateau, on n'a pas réussi, mais... tout seul en mer? Non. Ah oui, non, ouais, c'est ça. Non, ouais, donc vous êtes élytré, parce qu'il faut peut-être juste un tout petit peu raconter, parce que vous êtes au bout du monde, vous êtes un équipage, vous êtes en combi de survie, quoi. Donc, ouais, on arrive en short et en polaire, en gros. C'est ça, voilà. Parce qu'on n'a pas de jean avec nous, il n'y a rien du tout. Et donc on arrive à l'héliport, et puis ouais, c'est assez rigolo quand même, parce qu'il y a... Donc pendant que Franck est en train de faire une conférence de presse, il y a un gars genre Crocodile Dundee qui ouvre la porte en me disant, moi et Ronan on était juste devant, en me disant mais c'est vous qui avez en gros qui avez dessalé au large là. Ouais. Et donc il nous tend une carte de visite avec une photo d'un bateau genre Sirius de Tintin et Milou avec le mât de charge devant, quoi. Il dit j'ai le bateau qu'il vous faut, venez me voir demain matin. Et hop, il est reparti. Et puis du coup, le lendemain matin, après moult péripéties dans la nuit néo-zélandaise, dont l'anniversaire du chef de la police. Auquel vous étiez invité? Ok, forcément on était invité. Après on était logé dans un prieuré, mais on n'y a passé qu'une demi-heure. Bref, on a visité la ville, et puis le lendemain matin, on a été visiter ce bateau là, qui était le seul bateau qui pouvait éventuellement remorquer Groupama 3. Et puis on est parti dans la foulée avec un peu d'avitaillement et du matériel, des outils pour essayer de redresser le bateau. Et alors je crois que vous étiez habillé, vous êtes allé chez à l'Emmaüs local, quoi. Je crois que vous êtes un peu dépareillé, quoi. Non, c'est alors le chef de la police qui nous avait invités à manger pour l'anniversaire de son fils, avait en même temps appelé une association locale genre Emmaüs, qui sur le parking avait amené un fourgon avec plein de vêtements, donc des pantalons, des trucs. Et donc un par un, on sortait du repas pour aller chercher une polaire, une chemise, un short. Donc on s'est retrouvés un peu déguisés, habillés n'importe comment. Et puis on est parti chercher le bateau le lendemain. Et qu'on a réussi à ramener, mais à l'envers. À l'envers. Et donc on a passé une semaine magnifique à Dunedin, où les gens ont été vraiment hyper sympas.
toute la ville était pour filer un coup de main à cet équipage de Français qui avait fait naufrage au large, quoi. Et c'est ça qui est assez sympa dans cette histoire, c'est que l'aventure s'arrête pas à l'hélitreuillage, quoi. Vous restez en groupe et vous restez tous là Ouais. pour ramener le bateau, le rapatrier, le redresser. Alors il est redressé dans le port, je crois, c'est ça, hein? Et il l'aurait laissé dans le port, ouais. D'ailleurs, ce qui est une petite anecdote, c'était rigolo parce que je sais plus pour quelle raison, le bateau il n'arrivait pas à se redresser. Il manquait un peu de poids d'un côté. Et je me souviens d'être dans le Zodiac avec Franck. Et Franck repère 2 gros bébés sur le quai, des gars de 100 kilos, Des Maoris, quoi. des Maoris, et il leur dit ah, allez, on va les chercher, et tout, venez avec nous. Et les gars, ils étaient terrorisés. Ah, pour faire contrepoids pour que le bateau Ils bascule. n'avaient pas compris pourquoi, en fait. Donc on les embarque dans le Zodiac, il leur dit montez. Ils voulaient pas monter. Puis là, finalement, ils montent et hop, le bateau redressé. C'est grâce à eux que Ouais. les 200 kilos qui manquaient. Bon, le bateau va vivre une vie incroyable derrière, et la vie encore, hein, Ouais. et tu le retrouveras un petit peu plus tard. Ouais. Mais tu seras pas du coup de la deuxième tentative victorieuse presque 2 ans plus tard. Non, parce que, en fait, bah, j'ai. Tu fais la personnelle, hein, non? C'est Non, pour non, ça. j'ai été approché par Banque Populaire. Ah Et ouais. puis, je décide de quitter la bande de copains, en fait, pour aller sur Banque Populaire. Ah, tu passes d'équipe en équipe Ouais. de records assez prestigieuse. Ouais. Bah, écoute, c'était bien, le bateau était bien. On a fait le record de l'Atlantique. Donc là, c'est le très grand, celui qui aujourd'hui s'appelle. Spinrift. Alors, c'est Ah, plus Spinrift, c'est Sage of Change, Ouais. ex-Spinrift. Et là, tu fais à nouveau record de la distance en 24 heures, record de l'Atlantique Nord. Ouais, c'est ça. Et après, j'arrête. Bah, en fait, je m'aurais faire de l'IMOCA. Voilà. Alors là aussi, juste un petit, encore pour cocher le tableau des comparaisons. Donc tu fais Bruno Perron, Franck Camas et Pascal Bidégory. Ouais. Et alors, c'est quoi les. C'est encore très différent. Ouais, très différent. Ouais. Écoute, Pascal est très bon. Très bon metteur au point, mais un peu plus difficile à vivre, sans doute. Et en fait, moi, ça me convenait pas, donc du coup, j'ai quitté le projet. Et tu vas. Dans mes petites fiches, là, il y a 2 records de l'Atlantique Nord la même année. Parce que tu en fais un sur Maserati. Ah oui. Mais on l'a pas eu, celui-là. Ça, c'est une tentative. Ouais, une tentative, ouais. D'accord. Ouais. Oui, en Volvo. On part avec Ronan Le Goff, on est appelé un peu au dernier moment par Giovanni, et c'est la première fois de notre vie qu'on fait du Volvo. Après 10 ans de multicoque, ça fait bizarre. Quand on arrive à New York, à 10h du soir, à minuit, on est dans le chenal, Ah ouais. et à minuit 2, je suis à la barre, sous l'eau. Et là, je me dis, voilà, Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? quoi ces bateaux? Et je croise Ronan dans la nuit, je me souviens, il me dit, ah non, mais plus jamais, mais c'est quoi ces trucs-là? Ah ouais. Ah, mais c'est trop dangereux. Ah oui, vous êtes vraiment. C'est du, Bah, moi, j'ai c'est continué. du flux tendu, quoi. Ouais, non, c'est vrai que pour nous, c'était un choc quand même, parce que t'es sous l'eau, quoi. T'es vraiment sous l'eau, et puis ça renvoie quand même à 25 nœuds. À la barre, si t'es pas attaché, t'es pas à l'eau, quoi. Mm. Et sur le pont, pareil. Le bateau hyper puissant, c'était. Bah, nous, on suivait ça à la Volvo, hein, mais bon, on n'y avait pas vraiment accès, en fait, à l'époque. Et puis là, c'est Giovanni qui nous permet de mettre un pied là-dessus. C'est des super bateaux, mais quand même assez dangereux, quoi. Alors, je fais un petit flashback, je reviens en 2007, parce que tu as parlé d'IMOCA. Alors ça, c'est encore une autre période, un autre paragraphe de ton CV. Tu vas faire la Jacques Vabre avec Yann Eliès Ouais, en 2007. ouais. C'est là que tu découvres ce support-là, Ah bah carrément, ouais. Bah, Yann m'a demandé de faire Jacques Vabre avec avec lui. qui tu avais fait le trophée Jules Verne, non? On a fait Trophée Jules Verne, puis on se connaît du dériveur, hein. Yann était couru en 420, il a été à Brest pendant longtemps. Moi, je connais bien sa famille. C'est ça qui est très frappant, hein. C'est quand même les effets de génération, comme c'est un tout petit monde. Ouais. On voit que promo par promo, tout le monde se connaît, et c'est vraiment et aujourd'hui, vous avez tous fait des longues carrières, mais en fait, vous vous connaissez souvent de l'adolescence ou de. Carrément, ouais. Oui, parce Les que jeunes années. Jérémy, c'est pareil. Hein. Ouais. Jérémy, Armel, c'était tous au Moulin Blanc à faire du dériveur. Ouais. Et ouais, donc Yann me propose de faire ça. Et du coup, bah, on découvre l'IMOCA, parce que ni l'un ni l'autre, on n'a jamais fait d'IMOCA. C'est assez intéressant. On a essayé de découvrir le bateau au mieux, quoi.
Et à cette époque-là, le Vendée Globe est dans un coin de ta tête ou parce que paradoxalement, le seul solitaire que tu as fait au large, c'est du Figaro pour l'instant. Oui, oui, oui. Ouais. Mais est-ce que, comme beaucoup de gens de ta génération, c'est un truc qui... Bah, ça commence à arriver, ouais. Et du coup, le fait de naviguer avec Yann, c'est vrai que ça donne envie de faire le Vendée Globe. D'ailleurs, après ça, moi, j'ai fait plusieurs dossiers pour essayer de trouver de l'argent. Mais ouais. Il faut beaucoup d'argent. Pas facile à trouver. Comment se passent les années suivantes? Parce que du coup, tu vas aller faire beaucoup d'IMOCA en faisant la Barcelona World Race. Ouais. À partir de quel moment tu bascules vraiment dans ce plan? Je le dis au passage, mais il y a une AG2R avec Quito de Pavon en 2010. Bah, en fait, avec Quito, on se connaît du Figaro 2002. Hein, en fait, l'année où moi je gagne une étape, lui il gagne le général. Et puis, c'est un personnage atypique que j'aime bien. Et on s'entend bien, et du coup, il me propose de faire la G2R, mais c'est aussi de naviguer. On fait le tour de l'Europe, je crois, je sais plus en quelle année, mais sur l'IMOCA, quoi. Il a Groupe Belle à l'époque, hein, Groupe Belle, qui est un plan Verdier, 6 archives de Safran, et qui est un bateau assez innovant à l'époque. Super bateau, ouais. On a fait le tour de l'Europe ensemble, et puis ensuite la Barcelona, ouais. Et alors, quel souvenir tu gardes de ces époques, de tes débuts dans l'IMOCA? Oh bah, franchement, c'était top, hein, mais bon, l'IMOCA, c'est un engagement physique et moral constant, hein, sur un tour du monde. Je sais pas quand. Parfois, j'ai l'impression d'être un peu vieux con quand je parle de ça aux jeunes, là. Mais c'est des super moments déjà en double, mais les bateaux sont quand même assez difficiles à mener et il faut être à fond tout le temps, quoi. Tu te rates jamais, hein. Et en solitaire, c'est pareil, hein. T'es obligé d'être dessus tout le temps. Et un tour du monde, ça dure longtemps quand même. Et la Barcelona avec Quito, elle s'arrête Ouais, elle s'arrête au Cap Horn parce qu'en fait, l'axe de quille casse. Et malheureusement, on est obligé de s'arrêter à Ushuaia. Mais c'est dommage parce qu'on était bien placés. Et ouais, c'est une histoire qui se finit, quoi. Tu vas faire une autre Barcelona? Ouais. Un peu plus tard. De quoi est fait on voit que tu passes d'un projet à l'autre, tu es très demandé, c'est une vie de freelance, une vie d'équipier. Souvent sur ce podcast, on raconte qu'on n'a pas forcément besoin d'être skipper pour vivre dans la voile et faire des belles carrières. Toi, c'est vraiment typiquement le cas, quoi. Ton téléphone sonne assez souvent et tu es un équipier recherché. Entre les deux Barcelona, il y a à nouveau du Maserati avec Ouais, il y a du Maserati, il y a aussi du Wally. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait aussi beaucoup de dragons. Voilà. Du coup, ça, c'est pas sur les CV de course au large, mais il y a aussi, tu as tout un pan de ta carrière qui est moins connu, qui sont d'abord les voiles classiques, la voile classique, le dragon, et puis la vie dans le sud, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour rebondir sur la Méditerranée, par exemple, en fait, c'est en dragon, comme avec Gwen Chapalin et Louis Urvois, on gagne les régates royales en dragon. Ce qui était super, c'était une très belle victoire devant Paul Jensen et tous les stars du dragon. Ouais, ces deux personnages-là, Gwen Chapin et Louis Urvois, c'est des dornonistes. Hein, oui, des dornonistes, ouais. Et Douarnenez est un pôle de dragon, l'un des principaux pôles de dragon de Bretagne, voire même de la côte atlantique. Et moi, je connais Gwen depuis longtemps, et en fait, au sortir du Soling, Louis Urvois revient un peu en France, s'achète un dragon, décide de mettre un peu de moyens, et du coup on navigue ensemble pendant presque 10 ans. On navigue ensemble, alors moi pas tout le temps, mais disons qu'on fait les plus grands championnats ensemble, et ça se passe très bien, et donc on gagne les régates royales de Cannes, et je suis recruté sur le quai pour faire la tactique sur un Swan 45 en Méditerranée, en l'occurrence des voiles de Saint-Tropez que j'ai jamais fait. Je connais pas du tout cette ambiance, et c'est comme ça que ça a commencé dans le sud, en fait. Il y a beaucoup de marins bretons qui font ça, qui font l'arrière-saison. Il n'y en avait pas beaucoup, mais du coup... mais maintenant, oui. J'en ai fait venir plusieurs. Voilà. Et comment tu racontes un petit peu ce que c'est justement cette ambiance, en général, au mois de septembre, dans le sud de la France. Donc c'est une voile très différente d'ici, hein. C'est une voile de propriétaire. Oui, c'est ça, c'est une voile de propriétaire. Peu sponsorisée.
pas de sponsor. Des chemises blanches, plutôt des chemises blanches que des logos. Ouais, chemise blanche. Et puis, alors, sur les bateaux modernes, il y a quand même un gros niveau en général. En 45, tu as des mecs de l'Olympisme de tous les pays, hein, les Italiens, des Américains, des machins. Sur les maxi, pareil. Hein, en fait, tout le monde fait un peu pareil. Hein, c'est un peu un moyen de gagner sa vie en régatant. Ouais, c'est bien payé. C'est bien payé, au service des propriétaires qui sont souvent très sympas et qui aiment bien gagner, donc qui constituent un équipage de warriors. Et toi, en Méditerranée, tu fais aussi de la voile classique? Ouais, ça c'était. Ça, c'est encore autre chose? Un peu après, ouais. Et j'étais un vieux rêve en fait de naviguer sur ces bateaux. Donc là, on parle pas de vieux gréement, parce que le terme est presque trop breton pour dire ça, mais oui, c'est plutôt des yachts. Des yachts, voilà, rénovés, qui coûtent des fortunes, mais qui sont des bateaux extrêmement complexes à faire naviguer. Ouais, et puis super beau par contre. Hein. Bon, c'est une autre voile. Et moi, j'avais un copain qui était capitaine de Moumim 3, qui venait de la course au large aussi, hein, c'est avec lui que j'ai commencé à régater là-dessus, sur Moumim 3. Et puis, un jour, on m'a proposé de barrer Mariska, qui est un 15 Meiji. Et il y en a 4. Enfin, il y en avait 4 à l'époque. 4 15 Meiji qui naviguaient que entre eux. Donc, on avait un circuit de régate où on faisait des parcours bananes et peu de côtiers, mais essentiellement des parcours bananes. Et avec un championnat qui est de Cadiz à San Remo en passant par Saint-Tropez et Cannes. Quoi. Un vrai circuit classique, comme on dit. Et en fait, le 15 Meiji, c'est le TP52 de 1908. Quoi. C'est ça. C'était une série hyper répandue dans le Solent. Ça a été un bateau qui a été sélectionné pour les Jeux Olympiques de 1910, mais qui n'a pas été au jeu pour des raisons, je crois, de crise économique avant-guerre. Quoi. D'accord. Et donc, mais il y a eu beaucoup de régates, mais c'était un bateau, c'est magique, quoi. Par contre, on est 18 à bord, et puis il faut bien se parler, quoi. Il faut bien se coordonner. Et le bateau fait... il n'y a pas de winch électrique, quelquefois il n'y a pas de winch du tout. Il n'y a que des palans. Il n'y a que des palans. Il n'y a que des palans, il y a donc... il y a des centaines de mètres carrés de toile. Ouais. C'est des bateaux extrêmement toilés. Ouais. Là, il y a des spies asymétriques de 350 mètres carrés aujourd'hui. Mais ouais, il faut beaucoup de coordination et beaucoup de finesse pour faire marcher le bateau. Ouais. En même temps, c'est assez cash comme bateau. Quoi. C'est-à-dire tu bordes ta grand voile, ça te fait lofer, et tu bordes tes phoques, ça te fait abattre. Mais c'est assez intéressant. Tu as trois phoques quand même. Une trinquette, un phoque et un clin phoque qui est tout en haut, qui lui permet en fait d'avoir une barre équilibrée. C'est un peu la 6e du bateau. Quoi. D'accord. Techniquement, c'est vraiment super intéressant de naviguer là-dessus. Donc ça, c'est aussi ce qui permet de faire les intersaisons, ce qui permet aussi de faire un petit peu de réseau aussi, parfois, régulièrement. Bien sûr, ouais. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment tu embrayes sur le... Tu reviens dans l'IMOCA avec Jörg Richards, qui est un personnage que moi j'ai connu en mini et en classe 40, qui monte progressivement les échelons et qui a toujours été très, très compétitif. Comment tu le croises C'est pas un personnage du Sérail, il n'est pas breton, il n'est pas... tu l'as pas croisé dans la rade de Brest? Non. En fait, je l'ai croisé grâce à Charles Verte, que je connaissais du Figaro. Et qui aujourd'hui est le chef de projet de DMG Maury. DMG Maury, ouais. Et puis Charles, en fait, avait monté une structure d'entraînement, on se parlait de temps en temps, on se croisait. J'apprécie beaucoup ce personnage. Et puis un jour, il me dit, donc il y a Jörg Richard qui va acheter Foncia, l'ex-bateau de Michel Desjoyaux, et qui cherche un gars qui est une sorte de coach, co-skipper, quoi. Et donc, on discute un peu, et le courant passe. On se rend compte qu'on a dû déjà se rencontrer en laser, parce qu'il courait en laser à la même époque que moi. Et on a le même âge, enfin, ça passe plutôt bien. Et puis donc, du coup, on commence à naviguer sur Foncia, que Jörg rachète à Jérémy Bayou. Et puis on fait toute une année d'entraînement et
Et puis l'hiver suivant, le bateau est modifié. En gros, on coupe 7 mètres d'étrave pour mettre un peu plus de volume. Enfin bref. Ce qui s'est fait sur plusieurs plans phares, hein, c'est ça, hein? Ouais, ce qui a été fait après sur plusieurs plans phares. En fait, c'est l'actuel bateau de Jean Le Cam, hein, ce bateau. Exactement. Ouais. Et très bon bateau. Et en fait, les modifications dans l'hiver sont faites, mais York perd son sponsor. Et du coup, on se retrouve sans bateau. Donc plus de projet de Barcelone. Et puis, je sais plus ce que je fais entre-temps, mais peut-être du maxi en Méditerranée. Et dans l'été, en fait, York réussit à retrouver un peu d'argent pour louer le bateau de Bertrand de Broc, qui est un plan finaux, qui était le bateau d'Alan Roura l'année dernière. Et donc on part là-dessus. Donc on reprépare le bateau de Bertrand et puis on fait la Barcelone avec un tout petit budget, mais on fait. Et vous la bouclez? On la boucle. Alors, ouais, on a cassé un safran dans l'océan Indien, on a été obligé de s'arrêter pour le réparer. Et puis mais là, c'est autorisé, hein, sur la Barcelone. Ouais, c'est autorisé, ouais. Donc du coup, on est plus quand on casse, je crois qu'on est 3e. On est obligé de s'arrêter, donc on reprend la course, on est 6e. Il n'y a pas beaucoup de bateaux, hein, je crois qu'il y en a 8. Et puis et là, on arrive au Cap Horn, on prend un énorme coup de vent. Enfin, on se met dans un coup de vent. On peut dans le pour et le contre, et on se dit que ça va passer, puis ça passe, mais c'était quand même des souvenirs les plus difficiles, quoi. Ah oui? Ouais. Bah, en fait, on voyait qu'il y avait une dépression très creuse qui arrivait sur le cap au moment où on passait. Donc on avait déjà pris du retard, donc on était un peu vert. Et puis au fur et à mesure, au début tu te dis bon non, c'est pas possible, pas maintenant quoi. Et puis en fait le truc il arrive, là tu te dis bon, ça va cogner. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on fait un peu demi-tour, on ralentit, on se met dans l'est? En fait, il n'y a pas vraiment de solution. On aurait Ça t'explique, le Cap Horn, en fait, c'est un goulot d'étranglement, parce c'est l'endroit où l'Antarctique est à droite est le plus près du continent de la Terre, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est une Terre, mais du plus près, vous comprenez, quoi, plus près de l'Amérique, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Il n'y a pas beaucoup de place, et puis les dépressions, quand elles arrivent sur la cordillère des Andes, qui est à 4000 mètres, ça compresse les isobars, et ça accélère, et en général, les prévisions, tu peux rajouter 25 nœuds dedans, voire plus quand c'est très creux, quoi. Et donc c'est un peu un endroit un peu chaud, quoi. Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, mais on décide quand même de passer. Un peu, comme on dirait, au forceps, hein. Mais on passe, mais c'est dur. On prend 90 nœuds de vent pendant 10 heures quasiment, avec des molles à 55 nœuds. Où là, les bateaux sont super costauds, hein. Voilà, c'est incroyable. Quand tu dis molles à 55 nœuds, c'est qu'en fait, quand ça tombe à 55, tu as le sentiment qu'il y a tellement moins de vent que c'est presque calme. Tranquille, quoi. En fait, ça reprend. Et ouais, c'était un moment un peu difficile. Après, moi, j'ai assumé le fait d'avoir fait ce choix, hein, mais rétrospectivement, tu te dis qu'on était un peu gonflé quand même. Mais finalement, on passe à 3 riz, rien devant, enfermé dans le bateau, au pilote à 158. Donc très très bas. Ouais, c'est ça. 158, c'est l'angle de vent réel, hein. Ouais, sans possibilité de faire autre chose. Mais donc c'est un peu quand même tiré par les cheveux. Et quand on quitte la dépression pour aller faire une route un peu plus nord vers les Falklands, c'est le soulagement, le gros soulagement quand même. Ah oui, je me souviens pas de cette histoire-là. Ouais, c'était quand même assez épique. Et je reviens sur le Vendée Globe, hein. T'as toujours, c'est toujours un objectif alors, qui reste, parce que du coup là tu commences à avoir pas mal d'expérience. Ouais, mais en fait c'est juste avant. Ça fait déjà 2 tours du monde, quoi. En 2009, ça a failli marcher parce que j'ai rencontré un chef d'entreprise, un cabinet d'avocats en fait, qui était complètement d'accord pour financer une campagne. Et puis un peu au dernier moment, je ne sais pas trop ce qui s'est passé en fait, parce que c'était un oui. Et puis ça s'est transformé en finalement on peut pas.
Donc ça aurait pu fonctionner. Bon, après, j'ai été soutenu par les gens de Safran aussi qui m'ont aidé, parce que du coup, on s'est posé des questions sur la présentation des dossiers, sur comment faire, si on était bien dans les chiffres. On a été beaucoup aidé par les partenaires de Marc Guillemot qui ont essayé de nous aider, quoi. C'était vraiment sympa. Mais ça n'a pas abouti. Qu'est-ce que tu fais après la Barcelone avec Jörg? Il y a un trophée Jules Verne après, légendaire, mais du coup, entre les deux, moi, j'ai pas de... Ah, bah, j'ai fait Spindrift. D'accord. Ah oui, parce que l'année où on fait la Barcelone avec Jörg, en fait, je fais 2 tours du monde dans l'année. Pas mal. Bernard aussi, d'ailleurs. Bernard Stam. C'est chic. Ça, c'était l'année de fou. Parce que bon, 2 tours du monde dans l'année... Ah, et puis la Barcelone, c'est une centaine de jours, hein, c'est pas le... ouais, on a mis 106 jours, je crois. 106 jours. Avec toutes nos histoires d'arrêt on a mis 106 jours, et puis... ouais, et après, moi, j'ai enchaîné sur... 106 jours, ça part le 31 décembre, ça veut dire que tu arrives mi-mars, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu fais le trophée Jules Verne à l'automne suivant? Ouais, on part... Après, moi, j'étais en fait, je faisais du maresca à l'époque. Donc on était en saison méditerranéenne, on va dire. Et à Monaco, fin de la regate de Monaco, j'ai reçu un coup de fil de Yann Guichard qui me demande si ça me dit de faire un tour du monde avec eux. Donc évidemment, j'ai dit oui. Et donc on part, moi et Le Glumignon, en fait, on est embauchés comme chef de car pour aller avec une équipe plutôt de jeunes champions, mais qui n'avaient pas fait le tour du monde. Et comment ça se passe? Bien. Tu connais le bateau aussi, hein, du coup, parce que c'est l'ancien ouais, le bateau a changé quand même. Le bateau a changé de mode. Après, je connais bien Erwan Israël, avec qui on a gagné le Tour de France à la voile, donc c'est un super copain. On connaît pas mal de gens à bord. Et malheureusement, on fait 47 jours, je crois. En fait, on a un ennui technique au Falkland qui nous ralentit un peu et qui ne nous permet pas de battre mon populaire qu'on aurait peut-être pu battre, ou en tout cas se rapprocher un peu plus. Et on a la bagarre quand même avec Hidek. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a déjà Joyon qui rôde parce que vous partez quasiment ensemble, à peu de choses près. Hein. Ouais, 2 heures près, ouais. Et moi, l'année d'avant, j'avais approché Francis pour essayer d'embarquer, mais il avait déjà son équipage. Donc du coup, en 2017, quand tu y repars, là, il t'appelle. Ou c'est toi qui l'appelle? Non, en fait, il part avec son équipage, et en fait, ils font demi-tour, parce que la fenêtre n'est pas bonne, et Boris Herman apprend que... Il nous l'a raconté dans l'épisode juste avant le tien. Ouais. Il apprend que son projet IMOCA aboutit, et du coup, il quitte le bord. Et donc, moi, je suis chez moi un matin, là, et je reçois un coup de fil de Francis, qui est encore en mer, qui me demande si je veux venir avec eux. Donc, j'ai pas dit oui tout de suite. Enfin, j'étais un peu surpris. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit oui tout de suite, mais je lui dis, écoute, je te rappelle demain matin. C'est un oui assez rapide, quand même. Ouais, évidemment. Alors, je vais toujours continuer la galerie, parce que ce qui est hyper intéressant quand on fait plein de bateaux différents, c'est qu'on fait plein de skippers différents. Donc là, tu fais encore un personnage radicalement différent de Yann Guichard, le précédent, de Franck Camas, de Pascal Bidégory ou de Bruno Perron. Dans cette galerie de personnages, raconte-toi un petit peu ce que c'est. Boris nous l'a raconté avec ses mots à lui, mais raconte-nous ce que c'est que de naviguer avec un type comme Francis Joyon. C'est un solitaire, Francis, hein, et je pense qu'il n'aime pas trop naviguer en équipage, quoique toi, il en a fait quand même beaucoup. Il est quoi de moins typique, il navigue à l'ancienne, mais pas vraiment à l'ancienne, parce que c'est un excellent barreur. Il sait exactement ce qu'il fait avec son bateau. C'est lui qui s'est occupé de la navigation, et il a super bien géré l'histoire. Il parle pas beaucoup, mais parfois, au petit-déj, les œufs sur le plat, un petit moment de détente, on va dire, et puis où on échange sur notre vie, quoi, en fait. Tiens, mais tu viens d'où? Tu viens de la rade de Brest? Je connais un charpentier à Restelaca. Le charpentier de Restelaca. Fameux livre. Ah ouais, non, c'est un personnage vraiment sympathique et assez rigolo, mais qui finalement qui est assez secret, quoi.
Les gens qui naviguent avec lui racontent toujours que c'est lui qui pousse le bateau au plus fort, quoi. Ouais, mais oui, alors mais il pousse pas en fait. Enfin, il pousse un peu, mais Enfin, qu'il l'emmène, plutôt que pousser, qu'il l'emmène ouais. le plus Bah, fort. il m'a fait quand même halluciner quand même, parce qu'une nuit là, quand on est dans l'hémisphère est ou sur un bord, je suis en quart avec Alex Pella et on navigue entre 44 et 48 nœuds, 47, allez 46. Ah ouais. Et puis tout d'un coup, il monte sur le pont et un peu bougon. Et ça va, Francis? Ouais, non, mais on est collé, on est collé. Collé. On pense que c'est une blague, tu vois, on se regarde avec Alex. Puis oui, il va regarder un peu la voile, comment elle est réglée, puis il revient en bougonnant toujours, quoi, en disant qu'on n'avance pas, quoi. Il dit, mais quand même, Francis, on est à 47, 46. Tu veux dire qu'il faut aller plus vite? Ouais. Et hop, il disparaît. Donc on a essayé d'aller un peu plus vite. En même temps, on était à la limite du bateau. Hein. Donc je me souviens qu'on a fait des pointes à 48, peut-être plus, mais bref. Mais c'était assez marrant parce que sans trop s'exprimer, finalement, il n'était pas content, quoi. Ah ouais. Et au final, après... Vous êtes souvent allé à plus de 45 nœuds avec ce bateau? Non, pas souvent, mais là, sur cette session, on était... Parce qu'il a pas de foil, hein. Enfin, faut juste... si, oui, mais c'est pas un bateau volant, je veux dire, pardon. Non, c'est pas un bateau volant. Ouais. Mais il a des foils qui soulagent beaucoup, mais... des foils courbes, quand même. Voilà, il a pas de... Et c'est une mobilette, ce bateau. Ouais. Il a pas d'élévateur sur les safrans, il a pas de... Non, voilà, c'est... Non. Et ils ont rechangé de foil depuis, je pense. Mais non, c'est un bateau... c'est un peu une copie d'Orma, hein, quelque part, hein, en Océanique, quoi. Non, mais c'est un bateau magique. Et en fait, nous, quand on naviguait sur le groupe AMA 3, le mât était beaucoup plus haut. Franck a coupé le mât pour la route du Rhum, pour pouvoir maîtriser le bateau en solitaire. Et en fait, il a coupé, en gros... sur ces bateaux, on prend un riz à 16 nœuds. Sur la grand voile. Donc du coup, il y a toute une partie du mât qui sert à rien. Et quand Franck a modifié le bateau pour le Rhum, il s'est vite rendu compte qu'il était beaucoup plus rapide. Presque plus vite. Et puis bon, surtout on naviguait avec moins de voiles, moins d'équipiers. Donc le bateau, il est optimisé, il est vraiment rapide, quoi. Et quel souvenir tu gardes de l'ensemble de la trajectoire? Parce que c'est, on rappelle, hein, c'est le record actuel du Jules Verne. C'est encore le chronomètre. Hein. Je rappelle, c'est 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Bah, en fait, effectivement, Francis, c'est pas du tout un bourrin, hein, mais il sait mettre le curseur où il faut. Et de toute façon, il aurait pas, je pense pas qu'il aurait pris des risques inconsidérés. Là, la mer était plate, on était en avant d'un fond. On pouvait aller vite. Et c'était obligatoire pour rattraper, parce qu'il y avait une zone un peu incertaine, et on rattrapait un autre front. Et si on n'avait pas poussé à ce moment-là, on n'aurait pas eu de record. Donc c'était un enchaînement météo, en fait. Il nous l'a expliqué après, en nous montrant sur les cartes, mais c'était pas du tout gagné qu'on puisse rattraper le front suivant et partir dans le Pacifique. Donc il fallait vraiment appuyer, quoi. Et il était conscient de ça, quoi. Et la trajectoire, elle est magique, quoi. Mais on a eu l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un passage un peu délicat, ça s'ouvrait. Donc c'était comme si c'était Francis qui arrivait, non mais ça s'ouvre. Jusqu'au bout. Moïse. Jusqu'au bout, c'était Moïse. Tu fais d'autres records aussi tout au long de ces dernières années, dans les années 2010. Il y a du Maserati et du Giovanni Soldini aussi. Là aussi, encore un autre caractère complètement différent. Et tu te crois souvent d'ailleurs avec Boris Herman, puisqu'il est aussi. Il navigue souvent avec. Il a souvent navigué sur Maserati. Là aussi, raconte un petit peu qui est Giovanni Soldini, donc un Italien qui connaît assez bien le monde français. D'ailleurs, il a fait plusieurs fois le boc, il connaît bien l'IMOCA, etc. C'est un gars de la génération de Christophe Auguin, des bocs Challenge. Puis ensuite de l'Orma, il a eu le même trimaran que Jean Le Cam, mais qui a fait naufrage dans une des courses. Et c'est un marin, c'est un vrai marin du large, quoi, en fait. Il n'y en a pas beaucoup en Italie. Et puis lui, il a essayé de monter un projet pour la Volvo de 2008 et qui n'a pas abouti à cause de la crise, d'ailleurs. Et puis finalement, il a réussi à garder le bateau et puis a proposé à Maserati un circuit de record. Et donc
on a fait des tentatives atlantiques, mais on a surtout fait New York-San Francisco, avec un équipage de 8 nationalités, et où chacun a raconté son histoire. C'était vraiment bien, je pense. Chacun a fait beaucoup d'efforts. Ça a très bien marché en Italie, ça a vachement été suivi. Et puis c'était un parcours quand même mythique. Un peu mythique, sur les traces de Flying Clouds. C'était un peu dur quand même, parce qu'on était 8 sur le Volvo. On a passé le Cap Horn à l'envers avec 45 nœuds dans le nez. On est parti de New York sous la glace. C'était rigolo. Et là, en 2018, tu fais un autre record assez connu qui est Hong Kong-Londres, c'est la route du thé. Ouais. Là, c'est 36 jours, 2 heures et 37 minutes. C'est pas forcément très très connu. C'est très connu dans le monde maritime, c'est pas forcément très connu à l'extérieur. Mais du coup, ça te permet de dire que tu as eu, ou que tu as encore, d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas fait le cumul, mais où tu dois encore avoir peut-être bien les... Non, Francis l'a battu. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Mais les 5 principaux records qui existent aujourd'hui, tu as le privilège de les avoir détenus à un moment ou à un autre. Ouais. Bah, moi, ce qui m'éclate le plus en fait là-dedans, c'est que c'est des routes maritimes anciennes. Et du coup, je me suis un peu plongé dans les histoires de clippers. C'est des routes marchandes en fait. Hein. Et ce qui est aussi intéressant dans ce genre de record, même si c'est pas une course parce qu'on est en général seul, mais du coup, tu as moyen quand même de raconter des histoires c'est des routes maritimes qui ont été ouvertes par des grands bateaux, par plein de marins, quoi. Ça, j'aime bien ça. Et donc, du coup, si je récapitule, le trophée Jules Verne, tu l'as encore. L'Atlantique Nord, tu l'as encore avec Wang Pop. Alors, Hong Kong-Londres, tu l'as plus. San Francisco. New York-San Francisco, tu l'as encore. Alors, monocoque, ouais. En monocoque. Et le record des 24 heures, tu dois encore l'avoir avec Wang Pop. Bah oui, voilà. Ouais, je crois qu'il n'est pas tombé celui-là. Non. Ouais. Pas mal. Ça fait un peu maréchal soviétique avec toutes ces médailles. Alors, finalement, en 2018, c'est un peu la fermeture peut-être probablement temporaire de cet épisode de Chasseurs de records. Encore une fois, hein, tu fais plein de trucs à côté, je mets les grandes structures. Ouais. Et tu vas revenir à l'IMOCA, tu vas faire une Transat Jacques Vabre avec Alan Roura. Oui. Et là, tu commences à rentrer un peu dans la fameuse logique de transmission qu'on a un peu évoquée au début. Ouais. Non, tu peux me dire non. Hein. Si. C'est juste Alan Roura est très jeune. Alors, il est très jeune, mais très expérimenté. Un garçon qui a pas 30 ans et qui a déjà fait devant des globes. Ouais. Et puis c'est un bateau que tu connais bien. Oui. Et comment tu te retrouves sur ce projet et comment ça se passe? Écoute, c'est un des gars de l'équipe là qui était avec nous sur le lac, qui m'a mis en contact avec Alan. Et du coup, on a navigué ensemble. En fait, on n'a pas beaucoup navigué ensemble. On a fait une Jacques Vabre ensemble, mais peu d'entraînement. D'accord. Ok. Et après, là, l'année d'après, quasiment l'année d'après, on va te retrouver sur un projet complètement différent. Là, tu te mets aux classes 40. Ah oui. Dans le sud. Ah oui, entre-temps. Ça, c'était. Alors, si, voilà, c'est aussi la classe 40 qui est en train de devenir une classe où des marins avec ton parcours de ta trempe peuvent tout à fait se retrouver maintenant, parce qu'il y a du niveau, il y a des sponsors, il y a les grandes courses. Ouais, c'était complètement par hasard en fait, hein, parce que je travaillais à Marseille je refittais un petit bateau de croisière pour un monsieur belge au chantier de Corbière, et puis du coup depuis quelques années quand même je connais un peu de monde à Marseille, et puis on avait essayé de monter un projet avec un copain pour le Tour du Monde qui se court en ce moment d'ailleurs. Et puis en fait, il avait approché des gens susceptibles de financer ce projet, et qui ont finalement, après de longues discussions, même 2-3 mois, ont refusé le projet de Tour du Monde et m'ont proposé en fait de faire une saison en classe 40, dont la Jacques Vabre, et puis les autres courses, Fastnet et puis les Sables Horta. Et donc ça s'est fait assez vite. Et ils ont acheté un bateau qu'on a été chercher à La Rochelle, et puis on s'est installé à Marseille pour le refit du bateau. Et le but était de reconnecter les chefs d'entreprise avec la nature.
donc, Entrepreneurs pour la planète, ça s'appelle. Et c'est donc une association marseillaise. Donc on a fait, j'ai fait 22 000 milles avec le bateau. Ouais. J'ai fait beaucoup de milles. Déjà, t'en fais 2500 ou 3000 juste en voyage entre la mer et l'Atlantique, quoi. Ouais, donc je fais 3 allers-retours. Et puis, en fait, on a fait 3 courses et sportivement, c'était pas une réussite. Franchement, je suis un peu déçu. Enfin, je suis même très déçu. Donc, j'aimerais bien refaire du classe 40, mais du coup, essayer de bien en refaire. Avec un bateau. Il faut dire que l'arrivée des nouveaux bateaux, des nouveaux SCO a un peu déclassé. Tu avais le 151 de mémoire, c'est ça? Oui. Même si c'est un très bon bateau et ils ont du mal à suivre le rythme. Après, on n'a pas été non plus très bon. Mais effectivement, les nouveaux bateaux, les carènes, je pense que là, ont rendu les 151 et 155 complètement obsolètes, quoi. Il y a vraiment un gap qui s'est franchi, quoi. Et puis là, on voit l'arrivée des figaristes qui aussi tirent le bateau, apportent leur méthode et leur savoir-faire et tirent en tout cas le haut de la flotte vers le haut, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'est une très belle classe et qui a beaucoup d'avenir. Ce qui est peut-être regrettable, c'est que à l'origine de cette classe, c'était quand même des budgets qui devaient être raisonnables. Et là, on est parti un peu loin, quoi. Je pense que c'est peut-être un peu trop. Et c'est une classe pourtant très raisonnable du point de vue. Il n'y a pas de carbone à part dans les mâts, il n'y a pas de foil. La jauge est quand même n'a pas bougé depuis très longtemps. Elle est assez. Ouais, mais le prix des bateaux est. Oui. Pour faire une saison, il faut quand même un sacré budget. Et puis c'est là que du coup, à l'issue de ce projet-là, que tu pars avec Guirec Soudé. Aujourd'hui, on te proposera un Jules Verne, tu signes tout de suite? Ouais, je pense. Faut t'attendre de savoir qui c'est quand même. On ne peut pas proposer. Mais ça reste, ces projets-là restent dans un coin de ta tête, quoi. Ah ouais, j'aimerais bien. Après, les bateaux ont complètement changé. Je pense que j'aimerais bien au moins faire un petit tour sur un de ces bateaux-là. J'avais approché Thomas Coville, mais ça n'a pas été favorable il y a 2 ans. Et voilà, après, je ne suis pas en train de quémander, mais j'aimerais bien au moins naviguer une fois sur ce genre de bateau. Et le Vendée, ça reste dans un coin de ta tête aussi? Écoute, j'ai cherché jusqu'à... J'ai eu une opportunité l'année dernière, avant de partir avec Guirec. J'avais un contact qui aurait pu éventuellement fonctionner, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Et t'es encore proche de Jorg aujourd'hui, de le voir, aller sur le... On est tout à fait proches, on se parle très souvent. Et il y a des chances qu'on te voit te rapprocher de son projet? C'est possible. Très bien. C'est la séquence tirage de verre du nez. C'est ça. Du podcast. Alors, je me projette plus loin dans l'avenir. J'ai lu dans un papier, je crois que c'est chez nos confrères de Voiles et Voiliers, que tu réfléchissais à la Mini Transat 2027. Ah ouais, non, avec ça, Alvard Babir. Mais ça, c'est complètement déliant. Et tu dis, j'ai également le projet de faire la Mini Transat en 2027 avec mon copain Alvard Babir qui aura alors 70 ans et moi 60. Non, mais là, il y a eu une fuite. Et en fait, non, c'est de ma faute. C'est moi qui ai raconté ça aux journalistes de Voiles et Voiliers. C'est ça. Mais sur le ton de la plaisanterie. Ah. C'est une blague, en fait, c'est pas vrai du tout. Bah, c'est une blague qu'on avait. C'est-à-dire que vous avez tous les deux des physiques à faire du mini. Ouais, bah oui. Voilà, vous êtes pas très grand. À mon avis, on pourrait dormir dehors. Je pense. Non, mais c'est complètement une blague. C'est Alvard qui, je pense, on est parti à parler de ça, et puis il m'a dit. Bon, on pourrait construire les bateaux. Il me dit, ah ouais, mais on les construira dans mon hangar. C'est ça, exactement. Mais bon, c'était vraiment pas du tout sérieux. Voilà. Mais pourquoi pas. Faut jamais dire jamais. C'est ça. Très bien. Eh ben, écoute, je crois on a balayé un nombre de supports et un nombre de courses et un nombre d'océans et un nombre de... ça te fait combien de tours du monde tu as dit au début? 6. 6. Ouais, 6 Cap Horn. 6 Cap Horn. Ouais. Il y a Thomas Coville qui a peut-être fait mieux, je crois qu'il a 8. Oui. Et il ne doit pas y avoir... Bernard. Et Bernard, c'est Bernard, 7, je crois. 7. Ouais. Donc c'est un petit club assez fermé, des marins qui ont fait autant de... Ouais, c'est sûr. Ouais. Autant de milles et autant de
de Horn. On va te laisser aller accueillir Guirec Soudé qui était 16e ce matin ou 15e, un truc comme ça, hein, donc qui se défend pas. C'est milieu de flotte. Aujourd'hui en IMOCA, une place comme ça, c'est milieu de flotte. Hein, ouais, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Merci d'avoir passé autant de temps à nous raconter d'abord la rade de Brest et puis après tous ces parcours. Si vous nous avez suivis jusque-là, merci à vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Comme d'habitude, en bien ou mal, on répond à tout le monde, même quand vous n'êtes pas content. Ça arrive, quelquefois, ça arrive. Et puis on se retrouve... Alors oui, non, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast, c'est important pour le référencement, et sur Spotify également. Enfin bref, voilà, je dis ça à la fin de chaque épisode. Un grand merci, Seb, merci beaucoup. Merci Pierre-Yves. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours, si tout va bien. Salut. Salut.